Euh, Souvent, alors, je vais un peu caricaturer, généraliser, j'ai souvent des parents, c'est des personnes issues de l'immigration qui ont grandi dans des quartiers en France ou dans des quartiers populaires tout court, mais voilà, ils ont réussi à s'en sortir, ils ont une activité professionnelle qui leur permet d'offrir un cadre meilleur à leur enfant et ils s'attendent à ce que leur enfant il ait la même envie de sortir de la galère que eux quand ils étaient plus jeunes. Sauf qu'il n'est pas dans la galère. Sauf qu'il n'est pas dans la galère. Et je leur dis tout le temps, ton fils, ta fille, c'est pas un enfant de pauvre. Et Tu nous rappelles la bobotisation de la classe exactement. moyenne. Là, je généralise, mais globalement, Non, mais c'est voilà, c'est un on se discours voit. qui Oui, oui, c'est est vraiment très ça. fréquent. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer de faire comprendre aux parents que, en effet, comme a dit Wahiba, ses rêves, c'est pas les rêves de son enfant, et que surtout, si on veut aider un adolescent à s'accomplir en tant qu'étudiant et en tant qu'adulte, il faut lui laisser la liberté et les clés pour. Donc, comme a dit Dalila, des fois, un adolescent, il a besoin de se prendre un mur. Et voilà, une mauvaise note, des mauvaises appréciations pour se rendre compte que, en fait, quand je suis face à mes propres difficultés, quand je suis seule, c'est plus compliqué que ce que j'imagine. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum à vous toutes et à vous tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore ce jeudi pour parler de l'éducation des jeunes, bâtir l'avenir. Qu'Allah remplisse nos cœurs de son amour, de sa lumière et de sa miséricorde et qu'il fasse de ce moment un bien pour nous toutes et nous tous. On se pose souvent la question, comment nos jeunes construisent-ils leur identité entre culture familiale et société? Quel est l'équilibre entre les différentes identités? Comment nourrir cette foi entre l'esprit et le cœur? Aujourd'hui, encore une fois, nous avons des invités. Je suis honorée par nos invités. Donc, je vais commencer par Samira. Samira, est-ce que tu peux te présenter? Salam alaikum, merci Alaikum pour salam. l'invitation. Je m'appelle Samira, fondatrice de Studies. J'enseigne les méthodologies de travail et les techniques d'apprentissage. J'ai 15 ans de soutien scolaire derrière moi. Et à travers cette expérience, je me suis rendu compte que le soutien scolaire, il n'apportait pas ce que je souhaitais apporter en tant qu'enseignante. L'élève a une forme de dépendance avec le prof de soutien scolaire. Donc, imaginons, je prends un prof de soutien scolaire parce que j'ai des problèmes en mathématiques. Le prof va venir m'aider pour ma leçon de mathématiques, mais il va constamment revenir pour m'aider dès que j'ai un problème avec les mathématiques. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la raison pour laquelle l'étudiant est nul en maths. Et à partir de ce constat, de cette problématique, je vais aider les élèves et les étudiants à développer des méthodes de travail et des techniques efficaces pour qu'ils puissent développer une forme d'autonomie dans leur apprentissage, qu'ils puissent apprendre mieux et qu'ils puissent retrouver confiance dans leur capacité d'apprentissage. Barakallahu fik. On a hâte d'écouter la suite, masha'Allah. Dalila, salam alaikum. Salam alaikum. Comment vas-tu? Ça va très bien, alhamdoulilah. Bienvenue chez nous. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. Alors, une présentation? Alors moi, je suis juste Dalila. Juste, mashallah. J'accompagne les parents dans leur parentalité. Je les soutiens, je leur apporte des clés pour qu'ils puissent accompagner leurs enfants vers l'âge adulte. Inch'Allah, barakallahu fik, la taqabbal. Wahiba, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Comment vas-tu? Alhamdulillah. Barakallahu fik. Il est toujours honoré par ta présence. C'est très gentil. Barakallahu fik. Allah yajazik. Et tu une présentation? Moi, Wahiba, psychologue spécialisée en psychologie islamique. La psychologie islamique, c'est une approche de la psychologie qui aborde et conceptualise le fonctionnement psychologique de l'être humain en se basant en tout cas sur le Coran, la Sunna et l'héritage intellectuel islamique. Voilà. En tout cas, 3 belles personnes. On va commencer directement pour parler de l'éducation. On parle souvent d'éducation des jeunes, mais on va aborder aujourd'hui l'éducation, mais sous le projecteur du fait que nos jeunes ont différentes identités. Comment cette éducation, avec différentes identités, forge ou fragilise le savoir et l'éducation par rapport à ces jeunes? Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Wahiba, on va commencer par toi. J'aimerais te poser la question, comment aider ces enfants, ces jeunes, à concilier les différentes appartenances dans leur lieu de scolarité? Alors l'enfant, il peut avoir plusieurs appartenances, plusieurs identités. Donc
une identité religieuse, une identité culturelle. Et l'objectif, c'est vraiment pour les parents de favoriser l'épanouissement dans toutes ces identités et que vraiment ils développent une fierté autour de toutes ces appartenances. Ok. Est-ce que tu reçois chez toi des patients qui, ou des parents ou des jeunes qui justement ont des difficultés à gérer ces différentes identités? Alors, j'ai pas de jeunes. Moi, ma patientèle, elle est, enfin de jeunes. Si, du coup, ils ont 18. Je prends à partir de la majorité, mais pas d'enfants, adolescents Mhm. qui ont cette problématique-là. Ça va plutôt être des patients pour lesquels on doit gérer justement cette confusion qu'il y a pu avoir quand ils étaient plus jeunes. C'est-à-dire le fait de rejeter une des identités et de devoir un petit peu s'assimiler à une appartenance auquel il ne faisait pas partie finalement. Et ça va plus être travaillé sur les conséquences de cette double identité, voire triple identité pour certaines Pas en personnes. amont. Mm. Samira, par rapport à ça, toi, est-ce que tu vois qu'il y a un impact par rapport aux identités? Oui, clairement, parce que on vit dans une société européenne. Je dirais pas que nos valeurs sont en contradiction avec les valeurs européennes, mais pour des personnes qui sont élevées dans des valeurs bien précises et qui ont cette forme presque de schizophrénie en fait, entre ce qui sont à l'intérieur de l'école et ce qui sont à l'extérieur de l'école ou au sein du cadre familial. Et forcément, ça crée une sorte de double rôle. Quel rôle je dois avoir à l'école et quel rôle je dois avoir à la maison. L'idée, c'est que... Alors, c'est bizarre parce que je parlais tout à l'heure de méthodologie de travail, mais le premier apprentissage qu'un jeune il doit faire, c'est l'apprentissage de lui-même, qui il est, c'est quelle est son identité, quelle valeur il veut revendiquer, sur quelle valeur il veut construire son existence et puis les projets de vie qu'il a envie d'avoir. Donc, c'est un premier apprentissage à faire et qu'il est important de faire dans le cadre familial avant tout pour que l'étudiant, l'élève, surtout dans une période fragile comme l'adolescence ou le début de l'âge adulte, il puisse avoir des repères solides, un socle solide, des fondations solides et qu'il aille même dans des endroits ou dans un cadre où les valeurs peuvent être un peu différentes, où les identités sont multiples, mais il est fier de son identité, il est fier de qui il est, et il peut avancer avec cette identité et puis s'adapter quel que soit l'environnement dans lequel il se trouve. Dalila. Alors, il y a un constat qui peut être fait. Constat que quand c'était l'époque de nos parents, ils voulaient protéger les valeurs religieuses. Bon, moi, ce n'était pas les valeurs religieuses, c'était plus les valeurs traditionnelles. Mais en général, c'était ça. C'est vraiment, on a cette identité du pays qu'on doit absolument garder avec ses valeurs. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était important. Maintenant, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a un retour à ça aussi. Là, maintenant, il faut absolument préserver nos valeurs religieuses et coûte que coûte, les parents sont derrière, mais peut-être pas de la bonne manière. Parce que moi, ce que j'ai constaté quand j'étais enseignante en maternelle, c'est que très tôt, les parents, ils ont fait, on va dire, une séparation. C'est nous, on est comme ça, et les autres, non. C'est-à-dire qu'on ne doit pas ressembler aux autres. Et ça, c'est une problématique parce que on est dans un pays où c'est pluriel, et l'objectif, c'est pas d'être que des musulmans. C'est d'être dans une pluralité. Et c'est comment moi j'apprends à mon enfant à vivre avec son identité parmi les autres identités. Et ça, c'est ça qui est important. Ça, c'est le défi. Hein. C'est le défi. Et tu as des conseils que tu peux directement, quand tu es face à ça, j'imagine que tu dois avoir plusieurs parents qui sont venus ou des jeunes qui ont eu cette éducation et qui se disent comment je peux justement le fait de... Non, parce qu'ils ont peur. Donc, ils veulent absolument préserver. Ah, ouais. Donc, ils essayent de protéger tant bien que mal leurs enfants à travers ces valeurs-là. À travers ce prisme. Est-ce que l'éducation religieuse, elle donne une cohérence à ces différentes facettes? C'est-à-dire? Est-ce que le fait justement, si on travaille plus notre foi, notre spiritualité, on peut se dire qu'être musulman finalement, parce que se dire que je suis d'origine française, belge, on est de toute façon, et que même au temps du prophète alayhi salam, je dis toujours que tout le monde n'est pas né musulman. Donc chacun venait... est-ce que c'est aussi... Alors, je vais prendre un exemple. Quand on dit que l'islam, c'est la paix, dans l'absolu, ok, c'est la paix,
Mais la paix a la condition qu'on se mette en action pour qu'il y ait de la paix. C'est-à-dire que c'est pas juste je dis l'islam c'est la paix, quand on voit tout ce qui se passe, c'est pas vraiment la paix. Mais la paix, elle se construit. La paix, c'est une action qu'on met en place. Donc c'est important. Et ça, c'est à nous, parents, de pouvoir mettre en place toutes ces... La religion, elle ne rentre pas en contradiction avec l'Occident. Hein. Pas du tout, bien au contraire. Wahiba, je te pose directement la question. Est-ce que tu vois justement dans ces pratiques que ça engendre des frustrations qui pourraient être liées à la scolarité, mais j'irai même plus loin, parce qu'on parle là des jeunes... oui, on ne parle pas des tout jeunes, parce que Samira me disait que moi, je prends en charge plutôt des adolescents, et tu dis aussi, j'imagine en tant allez, au niveau de tes patients aussi, j'irai scolarité, même emploi. Est-ce que le fait, tu as parlé d'assimilation, d'identité, est-ce que c'est des choses qui te reviennent souvent C'est des choses qui peuvent revenir, et la problématique, ça va être vraiment la suradaptation. De devoir rentrer dans le moule, de fit avec ce qui est attendu de l'autre côté. Sauf que c'est quelque chose qui fatigue, qui est épuisant, de toujours, je ne vais pas dire devoir être quelqu'un d'autre, mais parfois on parle de sentiment de double vie dans les études en psychologie. Et ça, c'est quelque chose qui mène à l'épuisement, qui mène à de l'anxiété, qui peut même mener à la dépression. Et ça arrive beaucoup. C'est intéressant ce que tu dis, parce que ce sentiment de double vie, on le crée aussi à travers l'éducation. C'est-à-dire qu'on va donner une éducation religieuse, on va dire, aux enfants, aux jeunes, et quand ils sortent dehors, ils découvrent un autre monde. Donc, la question qu'on doit se poser pour les adolescents, pour les jeunes adultes, c'est OK, comment je fais pour vivre avec mes valeurs dans cette société ou dans le monde qui m'entoure, où je peux être potentiellement confrontée à des situations qui sont en contradiction avec mes valeurs. Je donne un exemple, les réseaux sociaux. On peut apprendre la religion sur les réseaux sociaux. On peut voir des trucs religieux sur les réseaux sociaux. Il y a certaines vidéos qui sont très intéressantes, il y en a qui ne le sont pas du tout. Maintenant, un ado, il peut dire, bon, bah voilà, je regarde du contenu religieux sur les réseaux sociaux, donc ma consommation des réseaux sociaux, elle est légitime, vu que je fais en sorte que ce soit en accord avec ma vie. Mais le problème, c'est qu'on doit aussi éduquer et aider le jeune à comprendre et à différencier ce qu'il y a sur les réseaux sociaux ou ce qu'il y a dans le monde qui l'entoure pour qu'il puisse faire la part des choses et faire en sorte qu'il puisse s'épanouir et se prémunir, être préservé d'éventuels discours manipulateurs ou autres. Et comment tu pourrais, toi, directement, quand tu es face, par exemple, à des... Donc, oui, tu peux expliquer, d'ailleurs, on va en profiter. Donc, tu accompagnes des personnes, des jeunes. Tu peux expliquer un petit peu ce que tu fais? Alors, j'accompagne des étudiants, des apprenants. Donc, ça va de 14 ans jusqu'à 60 ans. Donc, du milieu du collège, donc milieu du secondaire pour la Belgique, jusqu'au doctorat. Et donc, j'accompagne des élèves et des apprenants à améliorer leur méthodologie de travail. Mais l'amélioration des outils de travail, il va de pair aussi avec la vision que l'on a de l'apprentissage, la posture que l'on a en tant qu'apprenant, quel sens on donne à notre apprentissage. Et chez les adolescents, ces discussions, elles sont importantes. Parce que s'il n'y a pas de sens, il n'y a pas de raison d'apprendre. Il n'y a pas de raison de se donner, de faire des efforts dans l'apprentissage, qu'il soit religieux ou non religieux. Hein. Donc, cette question du sens et de la cohérence que l'on met dans l'apprentissage, c'est une question qui est primordiale. Et à travers mon activité, je me suis rendu compte que c'est une question qui prenait de la place, en fait. Et que vous ne pouvez pas la dissocier des simples techniques d'apprentissage, juste, sois plus efficace. Oui, mais pourquoi ? Donc le contexte, toi aussi, tu es confronté un peu comme Dalila, au contexte familial, au fait que tu ne viens pas offrir un outil, tu te rends compte qu'il y a un impact quand même directement par rapport à ça. Exactement, et je pense que Dalila, tu dois le voir aussi quand tu as des parents qui veulent faire en sorte que leurs enfants soient de meilleurs élèves pour être de meilleurs élèves. Mais tu vois très bien que ça ne règle pas le fond du problème, quoi. Pas du tout. C'est vrai que les jeunes ados vivent vraiment une pression à la maison. Ce qu'il faut savoir, c'est que les ados, par exemple, ils sont toute la journée au collège ou au lycée. Et on va leur imposer, une fois rentrés à la maison, un double travail. Mais ils n'ont pas envie de se mettre au travail. Ils ont besoin de décompresser. C'est comme si une maman ou un papa va travailler toute la journée et il rentre, il doit
enfin, la femme, elle va s'occuper des tâches ménagères, de tout ce qu'elle doit faire, mais en plus, elle doit se remettre au travail. C'est pas possible. Pas possible. Et là, on exige ça d'un adolescent qui est en pleine construction, où à l'intérieur, c'est le chaos, il n'arrive pas à comprendre, on ne le comprend pas, il déteste tout le monde, déteste ses parents. Et là, on veut lui imposer, mais il n'a pas envie de bosser. Il n'a pas envie de bosser. C'est vrai qu'il a besoin d'un intérêt. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que pour lui, son centre d'intérêt dans ce tumulte d'adolescents, c'est plus les copains, plus l'environnement que le travail. Et ça, les parents doivent le comprendre. Le problème, c'est que des fois, il peut y avoir un sentiment aussi de déception des parents qui va être perçu par l'enfant. Et ça peut lui faire déjà baisser son estime de soi, la confiance en lui. Il y a aussi ce sentiment qui peut se développer donc, chez les adolescents, que moi, je vois du coup les conséquences que je vois chez les patients adultes. Le sentiment de ne jamais être assez, de ne jamais suffire. Donc, il y a toujours la question de t'as ramené 14 sur 20. Ah d'accord, mais pourquoi t'as pas ramené... Enfin, où est-ce que t'as perdu les points? Alors oui, ça c'est bien, mais dans un second temps, parce que l'islam veut l'excellence, l'ihsan, mais après, ah bah c'est bien, félicitations, t'as bien travaillé, Allah barak, et puis après, du coup, c'est quoi dans quoi est-ce que tu as péché pour qu'on puisse en fait s'améliorer. Et ça développe vraiment chez les enfants, les adolescents, ce sentiment d'insuffisance, de ne pas être assez. Et ça a des conséquences forcément à l'âge adulte, mais de ne pas être assez pour lui, pour ses parents, pour la famille de manière générale, mais aussi pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que toutes les relations qu'on développe avec les parents, c'est quelque chose qui peut aussi se diriger vers notre relation avec Allah azza wa jal. Donc c'est vraiment, quand je vous entends, source de confusion, fragilité, au lieu d'être plus une richesse... parce qu'en fait, c'est quelque chose que les parents portent plus et qu'on doit déjà régler, enfin que les parents doivent déjà régler à la base. Le regard des parents sur leur enfant, il est très important. Il va déterminer l'action qu'ils vont mener et ce qu'ils vont ressentir d'eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment important. Et rien que le fait que la maman ou le papa va regarder d'une manière son enfant ou son adolescent, ben ça y est, l'enfant, il a fait déjà la lecture de ce que ressent le parent, la déception. Et ça, c'est pour ça qu'on doit faire attention. Donc c'est ça, c'est bien, tu enchaînes avec le rôle des parents, justement, dans ce rôle des parents qu'on a dans l'éducation et dans la scolarité. Parce que, comme tu dis, rien que le regard, parce que c'est vrai les parents vont peut-être tendance à penser plus à outils, ou est-ce que je lui ai pris un professeur de soutien scolaire, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, comme tu dis, du fait de... Et par rapport à ça, créer cet environnement propice. J'ai une anecdote. J'avais une maman qui m'avait contactée, qui me dit « Mon enfant de 14 ans, je suis tout le temps en train de crier pour qu'il aille faire ses devoirs. Et il ne les fait pas, je suis tout le temps en train de rabâcher. » À ce moment-là, je lui ai dit « Pourquoi tu es derrière son dos à chaque fois ? Arrête, ne lui pose pas la question. Ne lui dis rien, ne lui dis pas « Va faire tes devoirs, est-ce que tu as fait tes devoirs, tu n'as pas fini, et pourquoi, et pourquoi ?» Laisse-le, silence radio. Elle m'a dit « Oui, mais j'ai peur. » Peur de quoi ? Et elle n'a pas fait. Donc, elle a pas dit aujourd'hui, t'as quoi comme devoir? Est-ce que t'as fait tes devoirs? Elle n'a rien dit. Son fils tout seul est venu, il a dit, maman, ça va? Je dis oui. Pourquoi tu m'as pas demandé si j'avais fait mes devoirs ou pas? Et là, je lui ai dit, quand il te posera cette question, tu lui dis, bah écoute, t'as 14 ans, t'es grand, tu sais ce qui est bon pour toi. Tu responsabilises. Tu responsabilises. Et la note, elle sera pour toi en fin de compte, c'est pas pour moi. Donc, je te laisse toute l'autonomie. Et c'est à partir de là que son ado, il s'est motivé pour pouvoir se prendre en charge. Donc l'environnement vraiment commence, en fait, entre guillemets, la responsabilité des parents déjà au niveau de l'autonomie. Il est déterminant. Environnement Wahiba, tu as aussi... Je pense vraiment que l'éducation, c'est vraiment la base et la clé de beaucoup de choses, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a eu une mauvaise éducation, que les parents ont vraiment été parfois négligents, qu'on est dans un discours un petit peu dramatique et ça y est, la vie adulte, elle est totalement foutue, etc. Au contraire, on a des bonnes manières de pouvoir trouver des ressources pour avancer, pour s'améliorer, pour
être fier aussi de soi et développer des qualités, même si l'éducation, l'environnement dans lequel on a grandi n'était pas propice, n'était pas favorable au développement de ces qualités-là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de projection, souvent on entend projection, frustration des parents Bien sûr, ça c'est les parents. C'est naturel, c'est inné ou pas en fait? Je pense pas que ce soit inné. Quand un parent il est, je saurais pas traduire, mais il est salih ma nafso, c'est-à-dire qu'il est à l'aise avec lui-même, il va pas attendre ou qu'il est vraiment épanoui, il va pas forcément attendre de son enfant qu'il soit, tu sais ce qu'on peut entendre de manière globale, médecin, avocat, je sais pas si c'est encore le cas, mais je sais qu'il y a 10-15 ans c'était le cas. Et il voudra juste que son enfant il excelle dans ce qu'il fait et qu'il soit épanoui. Mais quand parfois les parents ils transmettent leurs rêves, mais enfin des fois on dit qu'ils transmettent leurs traumas, c'est le cas, mais ils transmettent aussi leurs rêves et ils peuvent pousser leurs enfants jusqu'à les étouffer. Ah bah j'aimerais que tu fasses ça, ou j'aimerais que... C'est comme s'ils étaient en train aussi de réparer leur enfance à eux, sauf qu'il se peut que l'enfant ne veuille pas suivre le rêve du parent, il veut faire d'autres études, peut-être des études artistiques, manuelles, je sais pas. Et ça c'est quelque chose qui va beaucoup frustrer le parent. Donc en réalité là ce qu'il faut travailler, c'est la frustration du parent. Samira, ça, j'imagine que tu dois entendre des anecdotes et des jeunes qui arrivent chez toi. C'est ma mère qui m'a dit que je devais faire. Elles ont résumé 80% des entretiens que j'ai avec les parents et les adolescents. C'est mon fils ou mon enfant ne veut pas travailler, je suis derrière lui, je suis derrière elle, sinon ça ne va pas. Ils se rendent pas compte. Quand tu veux travailler, comme ça on comprend, c'est le parent qui t'appelle. En général, lui, c'est pas l'ado qui me contacte. C'est ça, voilà. Non, mais c'est-on jamais que t'as, voilà, dans tes 20%. Il y a quelques perles rares qui décident de me contacter par elles-mêmes. Donc la maman arrive chez toi, le papa. Voilà, le parent arrive. Ouais. Mon enfant ne veut pas travailler, il ne fournit pas les efforts. Pourtant, il a tout ce qu'il faut et moi, je n'avais pas les outils. Si j'avais eu tous les outils, j'aurais... Donc on comprend tout de suite. L'idée, c'est d'essayer d'aider le parent aussi à comprendre que les générations ne sont pas les mêmes. Donc, le cadre dans lequel vit son enfant, ce n'est pas le cadre dans lequel lui a vécu, du moins le parent. Souvent, alors, je vais un peu caricaturer, généraliser, j'ai souvent des parents, c'est des personnes issues de l'immigration qui ont grandi dans des quartiers en France ou dans des quartiers populaires tout court. Mais voilà, ils ont réussi à s'en sortir. Ils ont une activité professionnelle qui leur permet d'offrir un cadre meilleur à leur enfant et ils s'attendent à ce que leur enfant il ait la même envie de sortir de la galère que eux quand ils étaient plus jeunes. Sauf qu'il n'est pas dans la galère. Et je leur dis tout le temps, ton fils, ta fille, c'est pas un enfant pauvre. Tu me rappelles la bobotisation de la classe moyenne. Là, je généralise, mais globalement, c'est un discours qui est très fréquent. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer de faire comprendre aux parents que, en effet, comme a dit Wahiba, ses rêves, c'est pas les rêves de son enfant, et que surtout, si on veut aider un adolescent à s'accomplir en tant qu'étudiant et en tant qu'adulte, il faut lui laisser la liberté et les clés pour. Donc, comme a dit Dalila, des fois, un adolescent, il a besoin de se prendre un mur. Et voilà, une mauvaise note, des mauvaises appréciations pour se rendre compte que, en fait, quand je suis face à mes propres difficultés, quand je suis seule, c'est plus compliqué que ce que j'imagine. D'ailleurs, j'ai pas mal d'anecdotes à ce sujet parce que j'ai souvent des parents qui prennent beaucoup de cours de soutien pour leurs enfants, dans l'idée que ça va leur permettre de devenir de meilleurs élèves. Et souvent, c'est contre-productif. Ah oui. J'ai eu l'expérience avec un parent d'élève, une maman, qui avait pris 2 heures de maths, 2 heures de physique, 2 heures de français, de soutien scolaire à côté des cours. Mais attends, est-ce que l'enfant est en échec? 6 heures par semaine. Mais il était en échec ou pas? C'était prévention. C'était correct. Ça avait été un petit peu au-dessus de la moyenne. Il faisait du foot à côté. C'était une activité qui était importante pour lui. Mais le soutien scolaire, ça lui prenait trop de temps. Et la première séance, j'avais discuté un peu avec lui. C'était un adolescent. Et j'avais dit à sa mère, il faut arrêter les cours de soutien scolaire. Ils ne servent à rien. Et bien évidemment, elle m'a dit, bon, j'ai pris des bons profs, j'ai peur, je m'inquiète et tout ça. Au bout d'un moment, avec le travail qui a été effectué, l'élève s'améliorait dans sa façon de travailler. On a enlevé les cours de soutien scolaire, ses notes ont augmenté. Parce qu'il avait plus de temps pour lui, il avait plus de temps pour son travail personnel. Il n'avait pas besoin de réécouter des cours qu'il avait déjà écoutés en cours. Donc, forcément, sa productivité augmente.
les notes augmentent, il est plus épanoui, il a le temps pour le foot et ça va mieux. Et le parent économise de l'argent. Oui, c'est sûr. C'est que le parent, il n'est même pas à l'écoute de son enfant. Exactement. C'est les peurs et les frustrations du parent. Parce que j'ai une maman, quand j'avais dit, parce qu'il y a plusieurs mamans, j'ai dit arrêtez, stop, arrêtez d'être sur le dos de votre fils ou de votre fille. C'est parce que plus vous êtes sur le dos de votre fille, moins ce sera productif. Oui, mais je dis une semaine seulement. Dites rien. Oui, mais j'ai peur qu'il rate. Rate quoi en une semaine? Même s'il reste un mois. Il a des mauvaises notes. Ouais. C'est pas ce qui va pas dramatique. C'est que le collège, exactement. C'est pas. C'est pas son avenir. Il faut souvent, faut souvent rassurer le parent de ce côté-là et lui apporter aussi des valeurs importantes dont on parlait tout à l'heure, Dalila, c'est l'autonomie et la responsabilité. On peut pas aider un enfant ou un jeune plutôt à devenir autonome dans sa façon de travailler, dans son rapport aux études, si on lui laisse pas la place pour être autonome dans la vie tout court. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand on atteint l'âge de la puberté, ça y est, on devient un adulte qui est responsable. En islam, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que si tu es responsable, c'est que tu es capable d'aller vers ce que les adultes font. Je prends juste l'exemple de Oussama ibn Zayd, le fils adoptif du prophète, qui est Zayd ibn Haritha. Son fils, Oussama, à 16 ans, le prophète, avant sa mort, il lui avait confié une armée. Le commandement d'une armée à 16 ans. Ça prouve quoi? Ça prouve que on responsabilise. Parce qu'il a les compétences et puis il apprend. Et je pense aussi que tant que l'enfant n'expérimente pas la réussite de lui-même, il aura toujours cette impression que c'est grâce au soutien scolaire, c'est grâce aux parents qui sont derrière lui, ou à cause, parce que des fois il ne le voit pas forcément comme quelque chose de positif. Et du coup, il n'a pas forcément confiance en ses capacités. Ça fait écho justement à ce que tu disais, le fait que le parent, il met 6 heures de soutien, alors qu'en fait, il avait juste peut-être besoin qu'on lui donne assez confiance en lui. Donc, ok, maintenant, tu vas te débrouiller, tu vas voir tes cours tout seul. Et finalement, il se rend compte qu'il est efficace et qu'il arrive à comprendre. Donc, il est fier de lui. Donc, il monte en compétences, en résultats scolaires. Et en fait, c'est un cercle vertueux, finalement. Et qui, en plus, va l'aider pour tout le restant de son parcours scolaire et son parcours professionnel. Et il va faire des associations. Et c'est un cercle plus que vertueux parce que ça peut faire naître des ambitions. Donc, j'ai beaucoup des élèves, ils reprennent confiance en eux. L'idée, c'est de dire dans la méthodologie de travail que travailler plus pour réussir plus, ça ne fonctionne pas tout le temps. Et que parfois, c'est ce que l'on fait pendant qu'on étudie qui pose problème. Donc, quand j'utilise des méthodologies de travail qui ne sont pas efficaces, qui sont chronophages, qui sont trop passives, je peux travailler des heures en plus, ça ne changera rien au résultat. Parce que le résultat, il n'est pas cohérent par rapport aux attentes qu'on a de moi dans les examens. Donc, quand on met des méthodologies de travail qui sont appropriées, quand on met du sens dans le travail, l'élève travaille mieux, il réussit, il s'approprie cette réussite parce qu'elle vient d'Allah et de lui, et il se rend compte qu'il est peut-être capable de plus de choses que ce qu'il imagine. J'ai une anecdote, si je peux me permettre, très touchante. Vas-y. J'ai une élève n'hésitez pas. Qui venait des quartiers de banlieue parisienne, donc un peu compliqué la situation en termes d'accessibilité des parcours universitaires, etc. Elle était en les parcours technologiques qu'on appelle en France. Et elle avait des soucis dans sa méthodologie de travail. On a travaillé sur cet aspect. Non seulement elle a lu genre 15 livres en 3 mois, ce qui est énorme, mais en plus de ça, quelques semaines après, sa mère, elle m'envoie un message, elle me dit « Ma fille, elle ne veut plus devenir infirmière, elle veut tenter médecine. » Juste ça, juste le fait de travailler la méthodologie et de lui faire se rendre compte qu'en fait, elle est plus intelligente que ce qu'elle imagine. Sa capacité. Exactement, je n'osais pas le dire. Exactement. Et c'est pour ça que c'est important, mais pour ça, il faut donner de l'autonomie de travail, il faut laisser l'espace à l'étudiant et à l'élève pour tester, pour se tromper, et pour être responsable et d'assumer en fait ses propres échecs, ses propres fautes pour qu'il puisse avancer. Et lui-même avec cette autonomie, est-ce qu'il est capable lui-même alors du coup, il n'a plus besoin, comme tu dis, ni d'une personne, ni même du parent finalement par après? S'il en a besoin, il sait pourquoi il en a besoin. Okay. C'est pas « maman, aide-moi à faire mes devoirs ». Mais en fait, c'est de quoi tu as besoin concrètement?
l'aide, elle n'est pas précise. Et c'est souvent le problème que beaucoup de parents ont en mettant un prof de soutien scolaire à leur enfant toute l'année. C'est je vais aider mon enfant à être bon en physique ou à être meilleur en physique, mais ça ne règle pas le problème principal. C'est où se situe le problème dans son approche de ses cours de physique. Et si on travaille sur le fond, après, si l'élève a besoin d'aide ponctuelle, cette aide, elle sera ponctuelle et elle sera précise. J'ai besoin d'aide sur tel chapitre parce que malgré mon travail, j'ai pas réussi à comprendre. J'ai besoin de 2 heures avec toi. Et comme ça, l'aide, elle a un sens. Elle a un sens. Ouais, voilà. Elle est efficace. Ouais. Et je pense aussi quand l'enfant il est entendu, qu'il est aimé, qu'il est soutenu, bah, il peut justement se tourner vers le parent plus facilement quand il a des difficultés et ne pas avoir peur d'être sermonné. Parce qu'on peut aussi avoir des parents qui vont dire à leurs enfants bon, ok, je vois que rien ne s'améliore, je t'arrête tout parce que ça coûte cher, etc. Et puis, bah, l'enfant, finalement, il se dit, faut que je fasse tout. Même si lui, il veut qu'on supprime, par exemple, par rapport à ce que tu disais, qu'il veut qu'on supprime ces heures-là pour qu'il se consacre au foot ou peu importe à des choses qu'il veut faire à côté, et ben, il se dit, il faut absolument que je réussisse parce que sinon, je vais me faire sermonner. Et du coup, il a une pression. Il va avoir peur après d'aller dire, j'ai une mauvaise note ou ceci, alors qu'en réalité, l'échec, c'est absolument pas négatif. Il fait partie de la vie. C'est juste quand l'enfant, il abuse un petit peu. Ça veut dire que à chaque fois qu'il a un examen, il révise la veille. Là, effectivement, il faudrait peut-être le reprendre sur la discipline, etc. Et puis, les conséquences, finalement, de son comportement et d'essayer de voir comment est-ce que ça peut être amélioré. Par contre, rater avec des notes en dessous de la moyenne, etc., c'est pas grave. Il y a aussi, et on oublie de citer ça aussi, c'est le burn-out. Les jeunes peuvent avoir le burn-out. Quand il y a trop de pression, trop d'attentes, ils n'arrivent pas. C'est trop. Ils sont de plus en plus nombreux. Et de plus en plus nombreux, exactement. Burn-out des étudiants, alors. Des étudiants qui font des crises d'angoisse. Ouais. Parce que les parents sont trop dans l'attente. Et ce qui est aussi difficile, c'est quand un jeune ado, lycéen, a une orientation dans la tête, les parents, si ça ne leur plaît pas, ils vont pousser vers une autre orientation. Mais ils vont mettre tellement la pression que l'ado va céder. Il va se retrouver dans une branche universitaire qui ne lui correspond pas du tout, il n'est pas épanoui. Et ça, c'est terrible. Ouais. Les répercussions. Parce que moi, j'ai des mamans qui m'ont dit « Oui, mais moi, je sais mieux ce qui est bon pour mon enfant. Lui, il ne sait pas. » C'est très souvent ça. C'est terrible. C'est-à-dire qu'on lui lui laisse pas l'espace, justement, pour pouvoir choisir. C'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité. Tu n'as pas la capacité de choisir. Tu ne sais pas choisir. Donc, toujours être dans l'assistanat. Et après, ça devient intériorisé. C'est quelque chose qui l'intériorise. Je ne sais pas choisir. Je ne sais pas trop comment faire. Je ne sais... Et vraiment, c'est quelque chose qui va s'élargir dans toute la vie. C'est, je ne sais pas choisir si c'est un bon CDI, par exemple. Je ne sais pas choisir... Enfin, je choisis, par exemple, l'époux, l'épouse, mais je ne sais pas est-ce que ça va être une bonne épouse. Donc, j'ai besoin de faire valider. Alors, c'est bien de toujours faire valider certains choix, etc. Pas faire valider, mais en tout cas, demander conseil aux gens. Mais on va voir que c'est quelque chose qui va être intériorisé, finalement, ce ressenti-là. Donc, ça a des répercussions, de nouveau, à moyen et long terme, quoi. Exactement. D'autant plus que le soutien, si je peux me permettre, des fois, il a besoin d'être ailleurs. Parce que des fois, des ados sont confrontés à la cruauté de la société dans laquelle on vit et ils ont besoin d'être valorisés. J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps avec un élève, donc 3e au collège, c'est, je crois, 3e secondaire, en Belgique. 15 ans 14 ans, 15 ans, exactement. Ouais. Donc, sa mère, elle demande un accompagnement parce que je suis toujours derrière lui. Je dis, laisse-le faire, il va tomber. Et puis, c'est lui qui a réclamé l'accompagnement après. Donc, tout se passe bien. Il travaille en toute autonomie. Il a 15/20 de moyenne générale. Un jour, il vient on a une séance et il est dépité. Et je lui demande ce qui se passe. Il me dit, écoute, on a eu le conseil de classe et j'ai eu comme appréciation rien. Donc, il y a félicitations, encouragement, rien. Donc, en général, quand on tourne autour de 15 de moyenne, on peut espérer les meilleures appréciations. Donc, je pose la question parce que je suis un peu... je comprends pas trop non plus. Et je lui dis, il me dit, je comprends pas parce que j'ai une camarade, elle a eu 12 de moyenne générale, elle a eu encouragement ou félicitations. Je
Ok, est-ce que tu es le seul dans la classe à avoir eu ce problème? Non, il y en a un autre aussi, un de mes camarades, il a eu 15, il a eu rien. C'est quoi le point commun entre toi et lui? On est tous les deux noirs. Ah oui. Et il était dans un lycée, Donc, dans un collège privé. Ouais. Ah oui. Et en fait, tu te retrouves avec un élève avec lequel tu as travaillé pendant des mois pour qu'il reprenne confiance en lui. Et là, en fait, c'est l'extérieur. Il s'est rendu compte de la cruauté de la société dans laquelle il vivait. Et c'est là qu'il a besoin de soutien. Un soutien émotionnel. Exactement. Et c'est là que les parents, ils ont besoin de dire, et que moi, j'ai besoin de lui dire, je suis fière de toi. Je suis fière de ce que tu as fait. Tes progrès sont super. Et tu as été victime d'une injustice. Ça n'enlève pas tous les efforts que tu as fait. Ouais, et le problème, c'est qu'on fait peser sur l'enfant la nécessité d'avoir un titre. Encouragement, félicitations. Je me rappelle, fin de collège de mon aîné, il arrive, il avait 16 de moyenne générale, il n'a rien eu. Ouais. Il arrive, il était déprimé, au bord du suicide. Hein. Sa vie, elle venait de s'arrêter, il n'en pouvait plus. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pas eu les félicitations, j'aurais dû avoir les félicitations. Mais on s'en fiche des félicitations. Tu l'as eu ta note. Tu es le premier de la classe. Pourquoi tu cherches les félicitations? Et lui faire peser ça, c'était pas possible. Non, on s'en fiche. La note, c'est pas ce qui va faire de toi qui tu es. Tu as réussi, tu as fait, tu as compris, tu es un excellent élève. Point. Ça, oui, c'est incorrect. Mais je suis en train de regarder, je me dis le système français, donc ça existe vraiment rien. Parce que chez nous en Belgique, c'est une appréciation, je ne sais pas si elle existe encore aujourd'hui. Oui, c'est ça, parce qu'une appréciation rien. Elle existait fut un temps. Oui, c'est en échec, mais je ne comprends pas le rien, parce que c'est très doux. C'est une manière de dire... C'est violent, en fait. C'est une manière de dire, bon, c'est neutre, c'est ni mais bien, 15, ni... rien, mais rien déjà. Oui, mais là, clairement, c'est parce qu'il a été victime de racisme. Oui, et voilà. La mère, elle m'a dit, tu sais, on a l'habitude et tout, et je lui ai dit non. Non, normalise pas. Non. Maintenant, c'est fini, en fait, ce discours-là. Aujourd'hui, avec ton époux, tu as la possibilité d'aller voir, de prendre rendez-vous et de réclamer des explications. Parce que regarde l'état de ton fils, en fait. Il travaille et en fait, on lui fait se rendre compte que ça sert à rien. Que ses efforts, ils seront jamais reconnus. Et je rebondis justement, parce qu'on va parler dans ce rôle des parents dans la scolarité. Dalila, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Justement, je trouve qu'au niveau des parents, souvent, tu entends des frustrations. Je ne sais même pas chez qui aller. Au niveau au sein de l'école, j'ai peur qu'ils soient discriminés ou pas. Et est-ce que tu as ce constat aussi que les parents, peut-être moins au collège, mais s'impliquent moins aussi dans la vie de l'école? Je ne sais pas si, comme nous aussi, on a les associations de parents. Est-ce que nous, justement, les parents de confession musulmane, est-ce qu'on s'implique assez au sein de ces structures où on mène nos enfants? Non. Parents d'élèves, il y a pas beaucoup de musulmans qui s'impliquent justement dans les associations de parents d'élèves. Et ça, c'est dommage, parce que tu ne fais pas reconnaître ta voix. Et donc, tu laisses les autres décider à ta place et mettre en place des choses qui vont être préjudiciables pour ton enfant. Il y a des parents aussi, je ne vais pas te mettre tout le monde dans le même sac, mais ils ne veulent pas faire de vagues. Ils disent rien, ils ne veulent pas dire parce qu'ils n'ont pas envie d'être pointés du doigt. Il y a beaucoup d'enfants musulmans qui sont dans des écoles privées. Pareil, ils ne veulent pas faire de vagues. Sauf que si tu l'as mis dans une école privée, c'est pour pallier à un problème de l'école traditionnelle. Donc c'est ton droit à toi d'aller voir l'enseignant ou la directrice ou le directeur pour dire là, il y a un problème. Ouais. Moi, je me rappelle de Yacine, c'est mon dernier, au collège. Il était chahuté par ses camarades parce qu'il avait des bouclettes, on l'appelait mouton. Et lui, ça ne lui plaisait pas du tout. Il y avait une réunion parents-professeurs. Je vais voir le surveillant en chef. Je lui dis, voilà ce qui se passe. Oui, mais vous savez, je dis non, je ne sais pas. Je dis, moi, si je paye une école privée, c'est pour justement que mon fils ne se fasse pas harceler. Parce que pour moi, c'est du harcèlement. Donc, ce n'est pas possible. Donc, soit vous remédiez à ça, soit je passe à une autre étape. Si on ne fait pas entendre sa voix, c'est pas parce que je suis musulmane et que je porte le voile que je vais me faire discade parce que j'ai peur que mon fils ne soit plus accepté dans cette école. Non. Oui. Ça me fait penser à une anecdote là justement auquel je viens de penser quand tu parlais de l'investissement des parents. En fait, je me souviens encore de l'année, je me souviens encore du nom des maîtresses et tout. J'étais en CE1. Et ma maman, elle était très... Pour les Belges, c'est première primaire? C'est deuxième primaire. Vous avez combien d'années en primaire? 6. Nous, on a 5. Donc, ça veut dire que c'est la 3e primaire. Ah oui. Et en fait, on fait les calculs. Oui, c'est ça, je me dis, est-ce que j'ai pas dit une bêtise? Et donc, j'étais jeune, je sais pas, on a quel âge? On
8 ans. 8 ans, voilà, 7 8 ans, ouais. 7-8 ans. Il y avait tous les samedis, ça s'appelait le rallye des lectures. En fait, pendant toute la semaine, on s'inscrivait, on choisissait un livre. Donc en fait, il y avait des affiches et on ne savait pas qui allait lire le livre. Et on s'inscrivait pour pouvoir assister à cette lecture de livre. Et à un moment donné, ils ont demandé si certains parents étaient d'accord de pouvoir faire la lecture. Donc ma maman, comme d'habitude, super investie, elle adorait faire les sorties, tout ça, elle se propose. Elle et une amie à elle. Et une semaine après, ils la convoquent. Ils lui disent, malheureusement, ça va pas être possible. Et là, ça fait quoi? Ça date d'il y a 20 ans. Et ils lui ont dit, ça va pas être possible. Donc elle pose la question, pourquoi? Elle dit, parce que vous êtes voilée. Et je me souviens que j'étais debout. J'ai encore la scène. C'est-à-dire que j'ai encore le visage. Si je les vois, quand je les croise, je les reconnais. Alors que je reconnais plus. Enfin, il y a des profs que je ne reconnais plus. Et cependant, à chaque fois que je les vois, je les reconnais. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est que, parce que au final, ma maman, elle a dit, c'est soit vous autorisez pour tout le monde, soit vous interdisez pour tout le monde. Elle dit, moi, mes enfants, ils vont pas aller comme ça dans un rallye en se disant, oui, ma maman, elle a pas pu lire parce que c'est une femme qui porte le voile. Et au final, moi, c'est vrai que ce que j'ai retenu, c'est que y avait une maman présente et qui est partie plus loin que ce qu'on voulait, en fait. C'est-à-dire, faut que... en fait, elle aurait dû rester à la maison. Ouais, elle était déjà tolérée, on va dire. C'est ça. Le fait de sa présence à toi, c'était déjà, on tolère l'enfant. Exactement. Alors que, il y a plein de parents qui n'avaient ni le temps et qui ne voulaient pas venir. Donc, ça veut dire qu'elle elle était dispo. Et de même pas prendre en considération qu'on était... Enfin, je me souviens qu'il y avait mon petit frère et moi, on a 1 an de différence, et on regardait la scène. En fait, je te dis, c'est fou, ça. Donc, il y a aussi des parents, je pense, qui peuvent être investis et puis on leur coupe... ça me fait penser à l'histoire de racisme que tu viens de dire. En fait, on leur coupe un petit peu l'herbe sous le pied et puis... Au bout d'un moment, tu sais, ça te monte à la tête quand tu as déjà tes problèmes dans ta vie. Puis après, ça rajoute à ça l'islamophobie. Tu dois justifier, tu dis, allez, c'est bon, en fait, moi, j'arrête tout, j'ai plus envie de m'investir. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération. Et c'est un cercle, tu sens qu'il est nécessaire de briser. C'est pour ça que j'ai insisté auprès de la mère de l'élève en lui disant non, il faut que ça s'arrête maintenant parce que sinon, ton fils, il va normaliser ces injustices-là. Et quand il va avoir des enfants, ouais, mais c'est normal, tu sais, on vit en France, on est noir, etc. etc. On ne doit pas faire de vagues. Voilà. Sinon, on va salir les images de alors que non, je suis née en France, j'ai étudié en France, je me suis mariée en France, j'ai eu des enfants en France. Je paye les impôts en France. Je paye les impôts en France. Je suis française. Voilà, je suis française, point. Il n'y a pas à rajouter. Et donc, cette image, c'est aussi, enfin, je veux dire, au niveau psychologique, le fait de ne pas faire de vagues, encore avec cette nouvelle génération aussi? Parce que non, de moins en moins. Okay. De moins en moins, c'est peut-être présent... chez, par exemple, une femme qui a un travail alimentaire. Donc, c'est-à-dire qu'elle a des enfants. C'est vraiment un exemple là qui me sort tout de suite de manière spontanée, hein, mais qui doit enlever le voile pour aller faire un travail auquel elle n'accorde pas forcément de l'importance, mais elle n'a pas le choix parce que c'est un travail alimentaire et elle doit enlever le voile. Bah oui, elle va se faire toute petite pour pouvoir... quand même travailler et avoir un salaire à la fin. Mais est-ce qu'elle transmet ça à ses enfants automatiquement? En fait, peut-être pas automatiquement, mais je pense que ses enfants le voient. Donc, à part si elle a une discussion sur ça, mais généralement, il n'y a pas de discussion sur ça, parce que elle, c'est une normalité. Du coup, je dois enlever le voile parce que c'est interdit, et je n'ai pas le choix. Mais les enfants, ils ne comprennent pas forcément les subtilités. Donc, il faudrait s'asseoir avec eux et leur expliquer, voilà, je porte le voile, mais je dois quand même l'enlever, etc. Et puis, ça me dérange. Et leur inculquer, en fait, que c'est absolument pas normal de devoir faire ça. Intéressant. Vraiment, je me projette, en tant que maman, on est là, moi, j'ai plein de petites bulles. Ah, ça, j'ai fait ça j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça? J'imagine que ça parle un peu à tout le monde. Maintenant, on va parler de l'éducation spirituelle et académique. Parce qu'il y a aussi cette pression... on essaye d'éduquer de manière... on dit qu'on essaye d'éduquer nos enfants de niveau académique, on les met souvent dans des collèges privés, on donne des outils, on veut les outils par rapport à ça. On se met toute cette pression, mais est-ce qu'on s'occupe aussi de nourrir leur esprit? Ça, Parfois, j'ai cette impression, et encore une fois, j'ai l'impression que je vais devoir le préciser à chaque phrase, que ce n'est pas une généralité. Mais que vu qu'il y a des parents qui sont très dans le il faut faire notre place,
prouver qu'on mérite notre place en France, etc., ou en Belgique, enfin peu importe, ils investissent énormément dans le côté académique et universitaire et grandes études. Et le milieu spirituel, oui, mais c'est pas prioritaire. C'est-à-dire qu'il est encore trop jeune. Et je le vois même avec la langue. Non, si je lui parle en arabe, ça va l'embrouiller. En fait, les études en psychologie montrent qu'un enfant qui a appris donc, deux langues, qui est bilingue dès son plus jeune âge, a plus de chances lorsqu'il fait un AVC de reparler sa langue maternelle. Parce qu'il y a des restes en fait au niveau du... Les langues, elles prennent différents circuits ou différents chemins neuronaux. Subhanallah. Donc en fait, vu qu'il y a une plus grande... il y a un plus gros... je vulgarise vraiment, mais il y a un plus grand réseau de neurones avec deux langues en fait qui se superposent. Forcément, quand il y a un AVC, pas toutes les zones sont touchées. Donc il y a une des langues qui peut être encore parlée. Et c'est vraiment une énorme richesse, que ce soit tant sur le plan cognitif, développemental, social, de parler de langue. Mais tu vas avoir des parents qui vont dire « Ouais, non, je leur parle pas en arabe, moi, ça va aller... » Oui, mais déjà tu sens que l'anglais, pourtant, ça dérange pas forcément. Enfin, ça va pas embrouiller l'enfant. Au contraire, c'est même une richesse. Donc il y a aussi tout un travail que les parents, je pense, doivent faire pour accepter... Enfin, pas accepter, mais en fait, tout simplement être fiers de ce qu'on a, alhamdoulilah. C'est fou quand même de dire je vais faire l'effort ou il faut que je montre patte blanche. Je n'ai pas montré patte blanche. C'est-à-dire qu'en vivant mon islam de manière, en lui donnant du sens, comment dire, le mot assimilé, je déteste. Ouais. Impossible. C'est-à-dire que je vis tout simplement en tant que citoyen, en respectant toutes les règles et tout. C'est vrai que il y a des parents qui ne veulent pas parler leur langue maternelle. Moi, je suis kabyle. Ma mère, elle m'a parlé en kabyle, elle ne parlait pas français. C'est pas pour autant que je n'ai pas parlé français. Au contraire, à la maison, c'était kabyle et à l'école, c'était français. Et les enfants, ils savent faire la différence. Faire la différence, exactement. Et en plus, quand on est enfant, on a cette capacité d'enregistrer, quand on vit dans un environnement où une langue est parlée, de la mémoriser. Donc, un enfant, en bas âge, il peut apprendre 2, 3, 4 langues quand il vit dans cet environnement. Mais c'est une richesse énorme. Et c'est vrai que les parents, ils focalisent sur la réussite scolaire. Ils mettent de côté tout ce qui est le spirituel, l'apprentissage à côté. Et moi, je l'ai remarqué quand j'avais l'association où on enseignait l'arabe, la religion. Les créneaux horaires qu'on donnait aux parents, ils disaient « Ah non, là, je ne peux pas parce qu'il va faire du sport, il va faire ci, il va faire ça. » L'enfant, il a 5 ans. L'enfant, il a 6 ans. Il va faire du foot, il va faire ça. Oui, mais... Des agendas. Oui, mais c'est important, ouais. Mais c'est important. Non, c'est pas important. Ce qui est important... Pas autant que... Exactement. Un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu vas le forcer à faire une activité sportive. Alors que, qu'est-ce que ça va lui apporter de plus? Oui, mais il a besoin de bouger. Non, c'est pas vrai. Il a besoin de bouger dehors. Quand tu l'emmènes au parc, quand tu l'emmènes en forêt, quand tu l'emmènes marcher. Pas quand il est cloîtré dans une salle de sport. Oui, le foot. Le foot, il doit encore, une fois, respecter des règles, des ordres. Il doit performer, parce que ça aussi, c'est notre histoire. C'est-à-dire qu'il ne sort pas de ce cadre-là. Il ne peut pas être un enfant, il ne peut pas sauter, courir, tomber. Non. Et ça, mais ça, c'est l'exigence de la société. Tu veux être un bon parent? Alors, il doit faire une activité extrascolaire, ou 2, voire 3. Et une musicale. Une artistique. Artistique. Mais ça va dans les deux sens. Hein. Donc, il y a des parents qui vont choisir de mettre le paquet sur les études académiques. Et souvent, il y a des adultes qui vont être en cheminement spirituel et qui vont décider de mettre le paquet sur l'enseignement religieux au détriment de l'apprentissage académique. Donc, l'idée, c'est de comprendre que, de toute façon, l'acte de s'instruire, c'est un acte religieux en lui-même. C'est une adoration. C'est une adoration, exactement. Donc, quand on veut mettre de la spiritualité dans son éducation, il faut qu'on considère déjà que l'éducation en elle-même, l'instruction plutôt, c'est une éducation spirituelle. Et en fait, quand on met de la spiritualité dans son instruction, on y met plus de profondeur. On comprend que... Et déjà, un enfant, tu vois, quand on entend des parents qui
qui mettent l'importance sur l'éducation religieuse au détriment de l'académique. Le but, c'est pas de... Voilà, Allah, il a dit ça. Mais non, c'est pas ça. Quand on est enfant, c'est qu'est-ce que toi, tu incarnes dans ton propre foyer pour que ton enfant s'inspire de ton comportement. C'est ça. C'est pas des leçons que tu vas donner. Tu veux dire. Voilà, on doit faire attention. C'est pas des leçons que tu vas donner à ton enfant qui va faire qu'il va le reproduire. C'est pas vrai, ça. C'est l'exemple du parent. C'est comme la prière. Mon enfant, il a 8 ans et je galère pour qu'il aille faire la prière. Je dis, va faire ta prière, c'est l'heure de faire la prière. Va faire tes ablutions. Est-ce que mais non, c'est pas ça. Ouais. C'est, viens faire la prière avec moi. Tu l'invites. C'est un enfant, il a 8 ans. Même à 12 ans, je galère, il ne veut pas faire la prière. Je suis toujours derrière lui. Mais oui, tu vas être derrière lui. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Tu veux taper? Je ne veux pas taper. Non. C'est quelle manière? C'est pour ça que les parents qui utilisent le hadith dans lequel le prophète il dit à 10 ans, tapez-les, non, la traduction, elle n'est pas bonne. Et vraiment, j'insiste là-dessus. Oui, on est plus ferme, on est plus regardant, mais on ne va pas taper. Le prophète il n'a jamais tapé. Vrai. Si l'enfant a 10 ans, il n'a pas intégré que la prière, c'était un rythme qu'il faut avoir, ben dans ces cas-là, c'est le parent qu'il faut taper. Parce qu'il a pas fait son travail. Non, les parents ne vont pas les taper non plus, Dalia. Voilà. C'est pour dire que, pourquoi est-ce qu'on veut imposer de taper un enfant et de se déresponsabiliser en tant que parent? Non. Si un enfant ne fait pas sa prière, c'est que quelque part, il y a eu un problème qui n'a pas été mis... Pour essayer de comprendre aussi pourquoi, qu'est-ce qui gêne l'enfant. Ouais. Des fois, c'est dans des détails. Tu sais, j'ai la flemme d'aller faire à chaque fois mes ablutions. Mais ils auront la flemme. Hein. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est sûr et certain. Ouais. Même l'adulte, même un adulte peut avoir la flemme. C'est vrai. Et c'est humain. Je veux dire, mais bien sûr. Te tire vers le bas. Alors, quand tu dis à 12 ans, il est pubère, il va souffler tout le temps, il va faire zarmage, il va faire les ablutions, il va poser son tapis dans sa chambre et dire ça y est, j'ai prié. Ça, c'est tous les ados. Hein. Ouais, voilà. Mais si tu es derrière, sans qu'il y ait derrière un apprentissage, de la bienveillance, de l'invitation à faire la prière ensemble, oui, bien sûr, il va dire « Ah oui, je vais la faire après ». Non, mais c'est 5 minutes. Hein. La prière, c'est 5 minutes. 5 minutes. C'est comment je vais faire... Le but, c'est pas de les comment dire, qui veulent pas la faire plus tard. C'est qu'ils prennent conscience de son importance. Oui, il y aura des manquements, c'est certain, comme il y en a chez les adultes. Mais le but, c'est qu'ils comprennent l'importance de la prière. Parce qu'à un moment donné, si ça a été fait avec bienveillance, même s'il y a un manquement pendant un temps, il reviendra toujours vers la prière. Toujours. Et je te rejoins sur la question, parce que ça, c'est vraiment trop important, que l'éducation et les études de manière générale, c'est une adoration. Parce que parfois, on a tendance à un petit peu séparer le mondain, le spirituel, le religieux, alors que tout est important. Et je pense aussi que l'amour de la religion, l'amour et la mise en place de la spiritualité dans notre vie, après, il y a beaucoup d'exceptions, encore une fois, ce n'est pas une généralité, mais quand les parents accordent de l'importance à la Jalsa du dimanche, où ils donnent, tu vois, un petit 30 minutes par semaine, où on s'assoit et puis on lit des livres, ou alors il y a le créneau du mercredi ou du samedi, c'est au Jamer, et tu croises les copains-copines du Jamer, etc., et qu'ils accordent de l'importance. Toi-même, c'est quelque chose pour lequel tu vas accorder, après tout n'est pas automatique, mais normalement, si c'est déjà quelque chose qui est présent dans ta vie, ça va pas être une charge. C'est comme un enfant, tu lui dis pas à l'âge de 15 ans, ah ben, faudrait peut-être que tu commences à faire la prière. Ça reste... Enfin, quand je dis que c'est lourd, la prière, c'est pas lourd dans le sens négatif, mais ça reste quand même, pour quelqu'un qui ne la fait pas et qui n'avait pas l'habitude de la faire, 5 fois par jour. Quand tu es musulman, entre guillemets, avec natif, on est tous musulmans natifs, mais entre guillemets, que tu as eu une éducation religieuse, c'est déjà ancré. C'est-à-dire que tu te poses même pas la question de faut que je la fasse ou je la fasse pas, parce que il n'y a pas déjà ce côté flemme qui est présent quand tu es adulte, parce que c'est déjà quelque chose que tu as incorporé dans ton quotidien. Donc, je pense que quand les parents, ils donnent et ils accordent une importance aussi aux religieux et spirituels en lui donnant de la valeur, et quand je dis de la valeur, c'est-à-dire que c'est pas on les met dans une salle de Jamer ou une salle de mosquée où il n'y a pas de chauffage l'hiver et il a froid. Il a froid, alors que par contre, quand il va quand il va au sport, il est équipé de haut en bas. Là, il a un cahier, tu sais, il n'est pas beau, ce cahier. C'est tout bête, hein. Oui. Mais quand les parents donnent de l'importance à cette sphère,
eh bien, il grandit avec aussi une noblesse de cette sphère-là qu'il a envie de développer plus tard. Ouais, et Le problème, ouais. Pardon, vas-y. Non, t'en pardon. Tu vois, par exemple, les enfants, et ça, on le voit et de partout, sans exception, les enfants, quand ils ont cours à la mosquée ou dans une association, ils vont venir en faire leur cours. Ils vont poser tout dans leur cartable. Jusqu'à la semaine d'après, ils vont jamais ouvrir le... Et c'est là que l'enfant, il va comprendre quoi? Quelle est l'importance que je vais donner aux religieux par rapport à l'école? Ça, c'est important. Et que ce n'est pas la même pression. Alors, on ne veut pas qu'il y ait de la pression dans la spiritualité, dans le religieux. Mais faire attention aussi, enfin, quand je dis faire attention, à cette notion de bienveillance. C'est-à-dire qu'on dit souvent, oui, il faut être très, très bienveillant avec les enfants, mais subhanallah, c'est que dans le domaine religieux. Oui, c'est ça. C'est ça la question. Faut être bienveillant. Ouais. Non, moi, j'ai pas trop. Je fête Noël parce que j'ai peur qu'ils se sentent. Non, mais le paquet pendant l'Eid, par exemple. En fait, il y a une solution absolument à tout, et c'est juste que le parent n'est peut-être pas assez outillé. Enfin, je sais pas quelles seraient les raisons. Et vraiment, c'est absolument pas un jugement parce que chaque parent fait comme il peut en fonction des ressources et aussi de ses compréhensions. Mais c'est ça, en fait, c'est qu'il va pas forcément y accorder autant d'importance. Hein. Et ça va au-delà du rite, pour revenir à ce que vous disiez toutes les deux, c'est l'éducation, elle se fait aussi à travers des discussions spirituelles profondes auxquelles on pense que l'ado ou le jeune adulte, il n'est pas apte, il n'est pas apte à avoir. Et ça m'arrive souvent dans le cadre quand j'ai des élèves musulmans, d'avoir des discussions religieuses pendant les cours. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, j'ai un élève, il a 18 ans, c'est un jeune garçon, il s'intéresse à tout ce qui est éducation financière. C'est bien de mettre un peu de spiritualité en disant, en fait, qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent? Qu'est-ce qui t'intéresse, toi? Quelle vie tu as envie d'avoir? Et pourtant, l'idée, c'est pas de lui dire halal, haram, etc., mais c'est de lui dire, voilà, tu vas avoir un pouvoir entre les mains, un pouvoir financier, qu'est-ce que tu vas en faire? Et c'est des discussions qui sont très profondes, qui n'ont pas l'air d'être spirituelles, mais qui le sont profondément, parce que ça rappelle au jeune homme et à la jeune fille, en fait, l'attachement qu'il ou elle doit avoir dans toutes les sphères de sa vie, y compris dans l'instruction. Et ça donne de la profondeur et du sens à ce qu'il fait. Et ça lui donne aussi l'envie de l'excellence. Parce que l'ihsan, ça fait partie du comportement du musulman. Et tendre vers l'excellence, c'est pas juste avoir des bonnes notes. C'est vouloir apprendre de façon qualitative parce qu'on veut être un bon professionnel, futur professionnel, surtout dans le cadre des études académiques. Je veux pas juste avoir 12 ans en psycho, comme ça je deviens psychologue. Non, tu vas soigner des gens. Tu as le devoir d'être excellent. Parce qu'il y a des gens, ils vont venir te voir et ils vont te laisser leur santé mentale entre les mains. Qu'est-ce que tu vas en faire? Juste pour terminer, j'ai une anecdote très drôle. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une séance d'1 heure avec une élève de 13 ans. Sa mère, elle me contacte, elle ne veut pas travailler, elle s'organise mal. Voilà, vous connaissez la chanson. Et on a discuté de son orientation professionnelle. Et elle me dit, j'hésite entre être pédiatre ou conseillère d'éducation. Oui. Il y a quand même une différence entre les deux, mais il y a un dénominateur commun, les enfants. Voilà. Donc, tu vas être au contact des enfants. Qu'est-ce qui fait que tu hésites entre les deux? En fait, le métier de conseiller d'éducation, c'était simplement un repli parce que les études de pédiatre, c'est trop long. Ouais. Donc, elle m'a posé une question. Elle s'est sentie suffisamment à l'aise pour me poser la question de pourquoi 10 ans d'études pour être pédiatre? C'est trop long. Pourquoi on ne commence pas dès le secondaire? Elle veut déjà faire des tests sur les enfants. Voilà. Et je lui ai dit, mais en fait, il y a des parents, ils vont venir te voir, ils vont te confier la chose la plus précieuse qu'ils ont dans leur vie, entre les mains. 10 ans d'études, c'est même pas assez par rapport à la lourdeur de la responsabilité que tu vas avoir. Et en fait, elle m'a regardée, elle m'a dit, j'avais jamais vu les choses comme ça, et maintenant, ça fait sens, en fait, de faire 10 ans d'études. Après, elle a compris qu'après la 5e année, elle allait se faire exploiter par les hôpitaux, mais en tout cas, elle s'est rendue compte que en fait, la vision qu'elle avait des études, elle était pour l'instant limitée à la vision qu'elle avait à l'école, là, de je dois apprendre les cours d'histoire, je dois apprendre les cours de mathématiques. Mais maintenant, il y a une raison sur la longueur des études, ça fait sens pour elle, ça va être difficile, mais elle comprend et elle sait le rôle que Dieu va lui donner à travers ce métier. Donc, c'est très spirituel, mais ça donne en fait de la profondeur et du sens. Mais tout doit être centré sur c'est-à-dire que quelle que soit l'orientation qu'on va prendre, quelle que soit la chose qu'on va faire dans notre vie, elle doit toujours revenir au Créateur. C'est ça le sens. Le sens, c'est Allah. Et c'est ça qu'on doit commencer à
à transmettre à nos enfants dès qu'ils sont tout petits. Ça, c'est important. Ah oui, absolument. La conscience de la présence d'Allah. C'est vrai que quand ils sont petits, c'est pas évident. Mais le répéter jusqu'au moment où ils sont assez, leur cerveau est assez apte à pouvoir comprendre qu'il y a quelque chose d'invisible qui est au-dessus de tout. Ça, c'est vers l'âge de 9-10 ans. Et tu as des outils, des tips ou est-ce que des fois les jeunes te posent la question, j'arrive pas avec ma méthode de travail à prier, j'arrive pas, comment je peux faire mes doigts, comment je peux, est-ce que tu as des outils, des tips ou est-ce qu'il y a déjà une demande ou est-ce que tu peux nous proposer ici Alors la demande, elle est plus rare que ce que j'aimerais, mais elle est présente. Donc, je conseille toujours aux élèves de commencer par des doigts quand ils commencent à étudier et qu'ils se rappellent que la réussite, elle est auprès de Dieu. C'est-à-dire, on fait le sabab, on fait ce qu'on peut. La réussite et le résultat, il appartient à Dieu, même si les efforts restent importants, bien évidemment. On se doit de faire les causes pour réussir. Mais ça permet déjà de relativiser en termes de stress et d'angoisse pour que l'élève y comprenne que absolument tout n'est pas entre ses mains. C'est ça qui peut aussi créer des problèmes d'anxiété et d'angoisse, tu me dis. Et donc, commencer par des invocations. Après, concernant la prière, j'ai pas trop de demandes de ce côté-là. Mais je pense que c'est parce que peut-être les élèves, ils considèrent que c'est pas mon rôle de leur en parler. Ou peut-être qu'ils ont peur d'être jugés. Mais en tout cas, j'essaye tant bien que mal de leur rappeler que, surtout dans les moments où ils sont pas très motivés, où on sent qu'ils sont un peu perdus dans le sens qu'ils mettent dans leur travail, qu'ils ont un rôle à accomplir, qu'ils peuvent accomplir un beau rôle sur cette terre et que tout ça, c'est un moyen d'y arriver et un moyen de vivre une vie épanouissante et de cheminer sur le chemin de Dieu. Voilà. Et toi, Dalila, tout à l'heure, tu nous as parlé de ce burn-out en tant que jeune enfant, j'ai envie de dire. Et par rapport à ça, par rapport à les outiller au niveau spirituel, par rapport à des personnes, enfin des jeunes qui sont victimes de ce burn-out? Alors déjà, avant d'arriver au burn-out, c'est là qu'il faut faire le travail, mais c'est l'exigence des parents. Les parents sont très exigeants, ils sont dans l'attente, vraiment dans l'attente. Il y a des parents qui ne sont jamais satisfaits de la note que leur ado va ramener à la maison. Donc au lieu d'être dans... T'as un 7 ? Moi, je ne vais pas au 14. Hein. Toi, tu as dit le 14. Moi, allez, 7 sur 20. Il présente la note à sa mère. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui se passe? T'as pas travaillé? Il n'y a pas de... Ben, c'est pas grave, tu as fait de ton mieux. Tu as travaillé. Ben, si tu veux qu'on revoie ton contrôle, on le revoit ensemble pour voir là où il y a eu... là où tu n'as pas compris. Ben là, ça va donner une motivation à l'enfant de se dire « Ah, là oui, là je vais faire l'effort. » Mais si tu viens et tu dis « Qu'est-ce que tu as fait encore? Mais à chaque fois c'est comme ça. » Ben, il rentre dans sa chambre. Le pire, c'est si en plus il a travaillé. Ouais, il a eu plus. il va se dire « Je suis trop nul. » Ben, c'est ça, il rentre dans sa chambre, il dit « C'est terminé, je fais plus d'efforts. » J'arrête tout. Donc vraiment essayer d'être plutôt dans le préventif. Et plutôt, je pense que c'est une frustration de maman et de papa. Moi j'ai pas mal d'ados, les parents qui me contactent et qui prennent des rendez-vous pour leur ado. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que le parent va me raconter le problème de sa perception à lui. Et ensuite, quand j'ai l'ado, c'est une autre perception que j'ai. Et quand je dis à la maman, je dis mais vous écoutez pas votre enfant. Votre ado, il est en souffrance. Parce que vous n'arrivez pas à comprendre l'état dans lequel il est. Les efforts qu'il fait, la manière dont vous vous comportez avec votre fille, par exemple, et la manière dont vous vous comportez avec vos garçons, est complètement différente. Il y a des mamans qui vont dire « J'arrive pas à être câline avec ma fille. » Mais c'est vrai que je le suis avec, par exemple, le garçon. C'est pas parce que c'est un garçon ou une fille. Hein. C'est juste des exemples que je vous donne de parents que j'ai eus. Je dis, je peux pas, j'arrive pas. Et ça, c'est terrible parce que c'est une très grande souffrance pour l'ado. C'est horrible. Comment il va réussir à se projeter? Comment il va pouvoir s'aimer pour pouvoir continuer? Et c'est pour ça, c'est vraiment tirer la sonnette d'alarme. Je peux pas. Oui, d'accord.
Donc, il faut travailler là-dessus. Et plutôt, Et de faire l'effort de... Il y a des parents qui... Il y a des mamans qui ne vont pas aller vers leur enfant, pas leur donner voilà, le soutien, l'affection, le câlin qu'ils attendent. Et parce qu'elles vont dire, hein, j'ai jamais eu d'amour de ma maman ou de mon papa, bref. Et moi, je leur dis, essaye d'aller vers ta fille, force-toi de faire le câlin, et tu verras à quel point ça va te faciliter. À force de faire l'action, tu vas trouver un réconfort à l'intérieur. C'est pas évident, c'est un long travail. Hein. Oui, c'est un peu comme les actes d'adoration aussi. Même si tu vas au départ, si tu ne ressens pas le besoin... Enfin, l'idée, c'est de le faire et à force de le faire, de retrouver... Il y a du travail. En fait, je me dis, c'est vraiment les parents. En fait, c'est plus vous, c'est les parents qu'il faut avant l'enfant. On met tout sur l'enfant, mais c'est vrai que c'est les parents... En réalité. Ouais, la première... Moi, j'ai toujours pensé que c'était l'enfant qu'il fallait réparer, mais non. C'est ça. Quand tu vois les parents, tu dis, ah ouais, mais je me suis complètement trompée. L'enfant, c'est une page vierge. C'est ça. Et c'est le parent. C'est le parent à qui qu'il faut accompagner, qu'il ne faut pas culpabiliser, qu'il ne faut pas juger. Mais voilà, il ne sait pas faire. Il ne sait pas faire. Et il y a tellement de bonne volonté de parents. Moi, j'ai des papas et des mamans qui disent, je veux faire mieux. Comment je peux faire? Par quoi je peux commencer? Et ça, c'est magnifique de voir ça. Ils veulent faire différemment. Et parfois, ça passe par l'écoute. Hein. C'est simplement le fait d'entrer dans le monde de l'ado sans jugement. Donc, un exemple, les nouvelles générations, les jeunes d'aujourd'hui, c'est des consommateurs de vidéos sur YouTube, etc. Très bien, parce que c'est ça, on va parler de l'impact du numérique et des réseaux. J'ai fait la transition sans faire exprès. Parfait. Du coup, l'idée, c'est simplement de dire aux parents de juste faire le pas en disant je vais regarder un truc que mon ado aime pour en fait enclencher un dialogue intéressant et puis sentir que l'ado, il est écouté, il est valorisé de même dans ses intérêts. Dalila, les réseaux sociaux, le numérique, panique. Déjà, le téléphone portable. Ouais. Interdit. C'est interdit. Moi, là-dessus, je suis... Interdit, c'est ferme. Hein. Il y a un âge, une catégorie. C'est interdit de quel âge? À partir de quel âge? Jusque quand? Déjà, quand on donne un téléphone portable à 12 ans, et il y en a qui donnent avant, déjà, il rentre en 6e, je pose la question, pourquoi vous donnez un téléphone portable à votre enfant à 12 ans? Oui, mais comme ça, je sais quand il est rentré au collège ou pas. Et s'il y a un danger, il m'appelle. Vraiment, l'enfant, il est en danger. Il est attaqué par quelqu'un, il est harcelé par quelqu'un. Il va avoir le réflexe de prendre son téléphone et d'appeler. Impossible, il va être figé, il va avoir peur. C'est impossible. Oui. À partir du moment où on donne ça, là, ce téléphone-là, oui, mais il n'y a pas de... il y a le contrôle parental. Ok, mais vous avez donné le téléphone. Vous avez donné cet appareil qui va créer quelque chose en lui. Parce que c'est le geste, rien que le geste, avoir le geste du téléphone, même pour appeler maman ou pour... C'est mort. À 12 ans, déjà. À 12 ans, non. Donc, qui dit à 12 ans, ça veut dire moins non. Oui, c'est ça. C'est ce que je me dis. Je me dis, si on a commencé par les 12 ans, d'accord. Oui, bien sûr qu'à un moment donné, on ne peut pas l'interdire. C'est ça, pas possible. C'est plus régulé. Voilà. Peut-être. À partir du lycée, ok. Mais là, encore, faut réguler. Parce que quand on laisse son enfant, il me harcèle, il veut que, elle veut ou il veut le téléphone portable, parce que ses copains, ils en ont. Mais peu importe, c'est moi le parent. Le fameux exemple, est-ce ton copain il se jette par la fenêtre, tu te jettes par la fenêtre? C'est ça. On a tous les mêmes parents, c'est ça? C'est les mêmes parents. Donc, parce qu'à partir du moment où tu donnes le téléphone, contrôle parental, ok. Mais après, il va gratter, il va harceler les parents. Et puis, il peut même le désactiver. Bah oui. Mais bien sûr, ils sont y a plein de tellement choses, en fait. intuitifs. Ils sont très vifs pour ça. Ils sont très intuitifs. Oui, il n'a pas de puce, il n'a pas de ça. Mais quel que soit l'endroit où tu es, tu peux mettre la Wi-Fi, il n'y a aucun problème. À quel moment alors tu régules? Si à partir, je lui donne à 15 ans, qu'il là, il va avoir cette bête... Mais déjà éduquer peut-être. Ouais. Voilà, il faut en parler déjà. C'est-à-dire que la règle, tu la construis avec ton enfant, avec ton ado. Voilà, tu as le téléphone et ça va être super dur parce qu'il y aura toujours une demande pour aller plus loin. C'est réguler, pas de TikTok. Oui. Enfin, de compte ou de... Snapchat, c'est le danger numéro 1 des jeunes. Les jeunes. Mais c'est l'application
que les jeunes consomment le plus? Snapchat. Moi, je pensais que c'était TikTok. Ouais, moi aussi. Enfin, à mon avis, c'est les deux. Ouais, je pensais que c'était TikTok là. le plus. Là où les parents découvrent des dingueries, Oui, c'est vrai, malheureusement. c'est vraiment Sur sur Snap. Snap. Ouais, c'est vraiment sur Snap. Parce que c'est l'application de messagerie davantage Ah que oui. TikTok. Oui, c'est vrai. Ah oui, absolument. Mm. Absolument. Mm. Et Un cadre clair d'usage. c'est ça, d'usage. Et surtout, quand ils rentrent du lycée, ou pas du collège, du lycée, Mhm. bah, de laisser le téléphone devant l'entrée. Mm. Bon, pas devant l'entrée, le mieux, parce qu'après, la nuit, ils peuvent venir le Mm. récupérer, mais de l'enlever. Voilà. Parce qu'il doit avoir un usage. Après, se mettre d'accord sur peut-être 1 heure de... C'est ça, je pense que la communication, surtout, est de ne pas être trop strict, parce qu'on sait très bien l'impact du fait d'être strict avec les enfants, mais plus proposer un cadre clair en lui disant bah, tu penses que tu as besoin de combien de temps par jour pour que même lui se rende compte un petit peu de son temps d'écran. Ouais, ils ne s'en rendent pas compte. Et du coup, le fait peut-être d'en parler, ils vont peut-être un petit peu conscientiser. Et puis le parent, il dit bah, moi, je suis plus d'accord. Comme nous, plus jeunes, c'était la télé. On avait par exemple une demi-heure ou 1 heure le samedi matin où il y avait vraiment c'était interdit bisounours, la matin. télé. Hein. Ouais. Hein On regardait les Bisounours, films avec ça les oui, c'est parents. vrai, en plus, C'était c'était d'autres. Mais tu vois, c'était quand même un cadre qui était respecté. Moi, je me souviens, on n'avait pas la télé le matin. Ma maman, elle avait été à un atelier justement qui expliquait que les enfants qui regardaient les dessins animés le matin, ils étaient moins concentrés. Et du coup, c'est une habitude qu'on a prise. Finalement, ils ne regardent plus. Et en plus, il s'avère que ça s'est confirmé dans nos études. Donc, comme dirait ma maman, bah, tu vois que j'ai raison, même si je n'ai pas fait ces études. Machallah, qu'Allah la préserve. Mais du coup, c'est vraiment aussi très important d'encourager l'enfant. Tu sais, quand il est trop dans sa chambre, et puis des fois, tu vois, chez certaines familles, il est où ton enfant? Ah, bah, il est enfermé depuis ce matin. Et tu n'as pas été le voir, lui proposer de sortir. En fait, ça, c'est vraiment un danger de beaucoup de choses. On peut avoir du harcèlement sur les réseaux. On peut avoir des sites très problématiques aussi sur lesquels ils se retrouvent parce qu'il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre. En fait, une chose amène une autre, qui amène une autre. Des fois, tu tombes sur des choses que tu savais même pas. Je suis tombée sur une vidéo. Je vais pas expliquer ni citer ce qu'il y avait, mais je savais même pas que ce genre de ville ou ce genre d'endroit pouvait exister. C'est vraiment en voyant ça que j'ai découvert. Donc je me dis, un enfant qui voit ça, il se dit ah ouais, mais c'est réel et c'est vraiment un truc de ouf. Ouais, donc, une chose amène l'autre. Une chose amène l'autre et puis ils se disent ah donc ça existe. Donc tu plantes une graine dans la tête de l'enfant ou de l'adolescent et tu enlèves comme une sorte d'innocence. De fitra. Ouais, en fait tout simplement la fitra qui commence. Et en fait c'est une très bonne chose que tu parles de la fitra parce que la fitra, petit à petit, donc la nature innée, la nature prédisposée à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, elle s'efface. C'est comme un miroir en fait où on voit un petit peu de plus en plus de buée. Mais là en fait tu leur donnes quelque chose qui vient totalement effacer d'un coup. Alors que normalement c'est censé être petit à petit à cause de nos péchés, etc. Et là dès le plus jeune âge, tu lui enlèves en fait cette nature saine finalement. Rachid Haddash, tu lui enlèves pas parce que c'est... Rachid Haddash, rahimahullah, il avait dit une fois dans une de ses conférences, votre enfant, il est dans sa chambre. Votre fille, votre garçon. Vous pensez qu'il est en sécurité, il n'est pas dehors, il n'est pas dans le danger. Mais vous avez fait rentrer chez vous. Ça, avant qu'il y ait les téléphones portables, il y avait l'ordinateur et Internet. Messenger, je pense, à l'époque. Mais vous avez fait rentrer... MSN. Vous avez fait rentrer le diable chez vous. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que oui, il est pas dehors. Mais à l'intérieur de votre foyer, vous avez fait rentrer le pire des problèmes. Ouais. Et en plus... il faut même pas s'inquiéter sur le fait que l'enfant, ne t'inquiète pas qu'il fera pas de bruit, tu l'entendras même plus. Donc tu vois, des fois, ils disent des parents, alhamdoulilah, moi je l'entends pas. Il est toujours dans sa chambre, il sort pas, voilà. moi il sort pas, la nuit il sort pas, le jour il sort pas. Du coup, très mauvais signe. Si vraiment, et puis même ça affecte les relations familiales parce que, je sais pas moi, chose toute bête, mais on mange à table, tout le monde mange. À part si vraiment t'as des examens où tu dois... Bon, t'as pas le choix, t'as quelque chose à rendre et t'es dans le rush, ok. Mais sinon, si t'es en 6e ou t'es en 3e, qu'est-ce que tu fais dans ta chambre et tu descends pas manger? Quand les parents ils voient les résultats scolaires descendre, ils se disent bon, c'est à cause du téléphone, je vais l'enlever. Donc c'est radical, hein. Ouais. Ils débranchent d'un coup. Sauf que quand tu débranches un ado, la réaction que tu vas avoir, c'est une réaction agressive, mais violente.
Et après, tu comprends pas, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? On lui enlève un plaisir, en réalité, parce que C'est ça. il faut voir vraiment aussi, moi qui suis spécialisée dans les addictions, et notamment l'addiction aux écrans, il faut vraiment voir ça comme, c'est pas de la même manière que ça s'exprime qu'une addiction aux drogues ou substances illicites, etc. Mais tu peux avoir vraiment de la même irritabilité, le même ressenti très désagréable, parce que c'est une addiction, l'addiction aux écrans. Donc quand tu as un enfant qui devient addict aux écrans, c'est très 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 compliqué. Mais c'est pour ça que je pense que c'est vraiment le juste milieu du... On ne peut pas dire pas d'écran, ça c'est impossible. Parce que même on vit dans un monde où il faut même l'éduquer aux écrans, parce qu'il va y faire face. Et même la scolarité, c'est ça. L'école qui... Enfin, je ne sais pas vous en France, mais il y a, on a le Smart School et on a les groupes WhatsApp. Comment, enfin, dire non à un enfant, je me dis en théorie oui. Mais tu l'exclus en réalité. Mais tu l'exclus non seulement aussi au niveau de l'école, mais aussi au niveau de... Ben, moi j'ai des parents qui disent... moi je lui ai enlevé, il n'a pas de téléphone, mais... L'ami a un téléphone et dans la cour de récréation et c'est le même objectif. Hein. Enfin, je veux dire, ils se partagent. Comme tu dis, il a pas. Non, mais moi je lui paye pas la 4G, mais l'autre ami lui partage. Lui partage. Donc finalement, c'est ça, c'est se dire, ok, c'est non, mais à quel moment? Et puis cette frustration, comment tu fais pour qu'il soit pas justement frustré? Et il va développer en plus de plus en plus de ruses. Ah ben oui. Ouais. Un enfant, c'est... Un enfant, Samira. Oui. Encore, moi, je suis pas trop confrontée à ça parce que c'est le rôle des parents. C'est pas mon rôle de cadrer en fait l'utilisation soit des réseaux sociaux, soit du téléphone avec leurs enfants. Par contre, c'est des discussions intéressantes que j'ai avec les jeunes adultes. Donc, quand je dis jeunes adultes, c'est vraiment fin du secondaire, fin du lycée, parce que je considère que ça commence à être des adultes responsables, hein, donc 17 ans, 18 ans, et puis après. Et en effet, l'idée, c'est que quand ils prennent conscience, en fait, qu'ils passent littéralement à côté de leur propre vie, ça fait toujours un électrochoc. C'est-à-dire, mais en fait, je passe, je sais pas moi, 5 heures par jour sur TikTok. Et en fait, quand je fais la rétrospective, est-ce que j'ai des souvenirs dans ma vie de ce que j'ai fait ce dernier mois? Et j'ai un élève avec qui j'ai eu cette discussion-là, il a 18 ans, il m'a dit, en fait, je n'ai rien fait, j'ai pas de souvenirs. Parce que j'ai passé trop de temps, en fait, à scroller sur les réseaux sociaux. Je dis, il est temps de récupérer ta propre vie. En fait, ta vie, tu la laisses défiler, en regardant celle des autres, ou en regardant du contenu, peu importe. Hein. Et ça agit souvent comme un électrochoc. Et la deuxième chose, c'est de se rendre compte que cette surconsommation, elle a forcément un effet sur l'apprentissage. Donc, je passe 1 heure sur TikTok, par exemple, le matin dans les transports. En fait, ça dérègle complètement ma journée en termes de concentration, d'attention. C'est normal que je ne sois pas concentrée. Je n'ai pas un TDAH. J'ai passé 1 heure sur TikTok le matin. J'aurais pas dû. Et ça change tout. Et il y a des ados qui arrivent à avoir la maturité pour dire « je crois que je vais supprimer cette application » ou « je vais supprimer cette application sur laquelle je passe trop de temps ». Et qu'en fait, ça va leur être bénéfique parce qu'ils vont commencer à vivre une vie, à créer des souvenirs, à faire des choses, à être acteurs de leur propre vie. Et puis... à aussi avoir une paix d'esprit. Parce que je pense qu'on le voit aussi en tant qu'adulte, hein, quand on va sur les réseaux sociaux, on est pollué. On est exactement. Même si là, on se pose la question du dernier réel qu'on a vu, est-ce qu'on s'en souvient? Ouais, si tu scrolles pendant 1 heure, parce que tu te rappelles de ce que tu as vu. Allez, tu vas te rappeler de la vidéo la plus drôle ou la plus touchante. Mais c'est tout. Et en allant chercher. Ouais. Tu vois exactement. Et subhanallah, c'est là où on se rend compte, en fait, de la valeur ajoutée qui parfois n'est pas... Je dis ça alors que je suis sur les réseaux, hein. Mais en fait, c'est surtout d'encourager une consommation consciente. Par exemple, de bloquer et il faut aller jusque-là, hein, de bloquer les applications, le temps d'écran. Moi, personnellement, c'est ce que j'utilise. Dès que je vois que j'ai dépassé un temps d'écran... Parce que des fois, le temps, il peut défiler. Tu vois, entre les consultes, tu vas checker tes messages, tu réponds sur Instagram, etc. Et puis, le temps, il passe. Puis à la fin, tu te dis « Ah, mais j'ai passé autant de temps. » Donc, c'est pour ça que tu as toujours le petit rappel qui vient... Vous avez dépassé tel temps. Et tu sais, au bout d'un moment, tu fais une mourageat, tu vois, tu dis, là, je suis un petit peu trop. Et à chaque fois, ça te remet un petit peu sur les rails. Ouais, et puis surtout, on l'utilise, c'est vraiment c'est l'extension de notre main. Et c'est aussi un moyen de ne pas s'ennuyer. Les ados, ils se rendent compte qu'en fait, ils ne savent pas s'ennuyer. Ils ne savent pas. Ouais. Donc mais ça rejoint ce que Dalila disait là tout à l'heure. Si déjà 5 ans... on l'a obligé, ou on a obligé et l'école, et fait de la piscine, et va au cours de musique, et fait du violon. Il a plus le temps à la créativité. Il n'a pas... À quel moment on s'ennuie? À l'ennui, exactement. Nous, on avait le temps de s'ennuyer. Ouais.
Et on crée des choses dans les jeux. On crée des choses. Il y a une étude qui a été menée sur le cerveau des ados. Et le cerveau des ados a changé. C'est-à-dire que maintenant, le temps de concentration d'un ado est de 15 minutes. Par jour? 15 minutes quand il est en cours. Non, ah oui, ouais, là, parce que voilà. Non, ça y est, là, j'ai dit j'abandonne. Mieux, non, mais sur 15 minutes. 15 minutes, ouais. C'est rien, quand même, 15 minutes. C'est rien du tout. Alors qu'avant, c'était 45 minutes. Voilà, exactement. Là, et encore maintenant, et ça, c'était il y a 2 ans. 15 minutes. Ça veut dire qu'il a changé, le cerveau. Le cerveau, il a changé. Il y a la plasticité cérébrale, en fait, elle est revue, mais de manière négative. On est censé l'alimenter de manière positive, cette plasticité, ne serait-ce qu'en lisant. Lire, c'est quelque chose où tu vas au ralenti. Donc, ça ne va pas avec la surstimulation des réseaux, mais surstimulation auditive, visuelle. Voilà, c'est ça. Les temps courts des réels, plus la musique qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de ce bruit dopamine, sonore. En fait. Exactement. Et tu vas à chaque fois rechercher ça. Donc tu laisses poser le téléphone, faut que j'aille le chercher. Faut que j'aille. Et en fait, c'est vraiment, c'est une addiction. C'est ce que tu dis, c'est vraiment l'extension. Et même nous, en réalité, en tant qu'adultes, si on check notre comportement avec le téléphone, c'est aussi. Après, c'est vrai que c'est un outil de travail, il y a toutes ces choses, mais il faut quand même en avoir conscience. Et ça a un impact négatif sur l'apprentissage parce qu'aujourd'hui, on essaye d'adapter du coup les contenus pédagogiques parce que le niveau des étudiants, enfin la concentration des étudiants a baissé. Mais on ne peut pas tout rendre agréable. On ne peut pas tout gamifier. On ne peut pas tout rendre divertissant. Le chemin vers l'apprentissage, il est fait de moments d'ennui, de moments d'effort, de moments de frustration. Et une intolérance à l'inconfort de plus en plus. Exactement. Et le confort et l'accomplissement, c'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Donc on doit comprendre que le confort et l'accomplissement, ce sont deux choses qui ne vont pas ensemble. S'accomplir, quel que soit le domaine, ça demande de se mettre dans une forme d'inconfort. Et cette résistance en fait à la frustration, on doit aussi apprendre à la développer. J'ai une personne qui m'avait posé la question, comment on motive un enfant de 10 ans à travailler? On ne le motive pas. On lui demande de travailler, il n'a pas le choix en fait. Et il doit apprendre en fait à gérer cette frustration en disant il y a des choses que je dois faire, j'apprécie pas, mais c'est nécessaire. Et aujourd'hui, en cherchant à tout gamifier, c'est le cas par exemple, l'exemple le plus connu, c'est l'application Duolingo. L'application de langue que vous connaissez tous. Mais il y a plein d'études qui ont prouvé qu'on n'apprend pas des langues avec Duolingo. C'est pas suffisant. C'est très drôle, on fait nos 10 minutes de langue par jour. Mais en fait, à la fin, ça remplacera jamais des véritables cours de langue. Et la difficulté de la grammaire, de traduire des textes, de lire les subtilités de la langue. C'est juste que finalement, on se rend compte aussi que la société, elle est en train de suivre ce que la nefs veut. C'est-à-dire que la nefs, par nature, déteste l'inconfort. Donc, elle va tout faire. On aimerait tous rester le matin dans notre lit. Mais il faut un certain jihad pour pouvoir sortir du lit. Donc, nefs al-amara bis-sou, l'âme incitatrice au mal, elle va toujours aller chercher le confort, finalement. C'est pour ça qu'il faut aussi développer cette intolérance à l'inconfort pour justement essayer d'aller vers une âme un petit peu plus, déjà qui se blâme, nefs al-wama, et puis après monter vers nefs al-mutma'inna. Et ça, c'est vraiment un constat, finalement, de se dire que la société nous tire vraiment vers un confort, enfin, c'est un semblant de confort, parce qu'en réalité, ça nous met en difficulté de tout avoir, tu sais, même pour les langues, en final. Ça nous dessert. Et c'est très difficile après de revenir. C'est ça. C'est très difficile après de se dire, ok, du coup, il faut que j'aille suivre 1 heure de cours par semaine. Maintenant, il y a un nouvel outil qui va sortir. Il est déjà sorti, mais il va encore être plus perfectionné. Si tu mets des écouteurs, tu parles une autre langue, tu parles ta langue. En vacances, j'ai l'autre. Le taxi, j'ai pris un taxi, j'étais à Singapour. Il avait on lui parlait en français, il traduisait en simultané. Comme ça, il n'y a plus d'efforts. C'est fou, les interprètes. Les pauvres, c'est vraiment le moindre. Donc le moindre effort, une société de moindre effort dans laquelle, alors que c'est le contraire de ce que nous enseigne l'islam. D'être tout le temps dans cette performance et dans ce jihad et dans cette excellence. Et finalement, c'est comme un. Donc le numérique influence quand même les transmissions aussi religieuses. Bien sûr. Le fait aussi. La qualité. Il n'y a pas aussi justement cette bienveillance exacerbée. On veut pas mettre l'enfant dans une situation d'émotion négative. Donc on veut toujours qu'il soit bien. On veut toujours. Oui. Tu n'as pas cette sensation justement avec surtout les plus jeunes enfants. Je veux lui éviter qu'il soit pas bien.
Mais à force de faire ça, c'est pas lui rendre service. C'est pas lui rendre service. Et ça crée plus de problématiques par la suite. Parce que le jour où il sera confronté à une frustration, Très difficile. la réaction elle va être très violente. Samira, est-ce que, là on a parlé de tous les méfaits de ces réseaux sociaux et numériques, même si on est sur les réseaux aussi, mais est-ce que c'est aussi, quel est le bon côté en tant que méthodologie, outil d'apprentissage Il y en a tout plein. Il y en a tout plein. Internet, ça reste un outil formidable. Un élève, il pourrait faire l'intégralité de son cursus sur Internet. Il trouve les informations, il trouve les réponses à ses questions s'il veut chercher, s'il veut faire l'effort de chercher et de trouver. L'outil qui fait polémique, ou du moins qui sème la division, c'est ChatGPT, forcément, qui est un superbe outil hein, en fonction de comment on l'utilise. Je pense, à chaque fois que je pense à ChatGPT et au débat de ChatGPT, je pense à ma génération et à la sortie de Wikipédia. Quand Wikipédia est sorti, les professeurs étaient terrorisés à l'idée qu'on recopie en fait nos exposés à partir de Wikipédia. Pourtant, il n'empêche que on sait tous aujourd'hui que Wikipédia, c'est un super outil quand on veut introduire un sujet. On sait qu'on cherchera, on développera pas une expertise à travers Wikipédia. C'est le premier clic, exactement, pour avoir les premières informations. Et c'est important d'éduquer les jeunes quand même à cette utilisation d'Internet et des outils numériques, parce que c'est aussi un moyen d'aller vers l'autonomie et la responsabilisation dans l'apprentissage. Il y a des choses que je connais pas, ou il y a des éléments de cours que j'ai pas compris. Je ne vais pas attendre qu'on me le pose sur un plateau ou qu'on me l'explique jour où miraculeusement le prof a compris que je n'avais pas compris. Désolée, ma phrase, elle était compliquée. Et l'idée, c'est de dire, ben voilà, je suis face à, par exemple, une situation difficile, il y a un exercice que je ne comprends pas. Aujourd'hui, j'ai des outils superbes à portée de clic qui peuvent m'apporter des réponses. Et ça, c'est génial. Et bizarrement, aujourd'hui, alors, les jeunes sont... Enfin, c'est un constat que j'ai fait, les ados en particulier, hein. Il n'y a aucun souci sur leur utilisation des réseaux sociaux. Par contre, ils savent moins faire de recherche sur Internet. Ouais. Parce que ça demande une forme de... C'est un effort actif hein, sur les réseaux sociaux, sur TikTok. L'algorithme, il joue beaucoup. Donc, une fois qu'on a commencé les 2-3 premières recherches, après, l'algorithme, il a compris nos intérêts. Sur Internet, on a besoin de préciser les recherches, on a besoin d'aller cliquer, d'aller regarder. Et cet effort-là, c'est vrai que beaucoup de jeunes ont un peu la flemme de le faire, mais ça reste important. Mais il y a la réponse à tout sur Internet. Donc, à utiliser quand même. Ah, mais bien sûr. Apprendre à réguler, avoir toujours un cadre des parents, expliquer, éduquer. Je fais toujours cette blague à mes élèves ados. Hein, quand ils ne comprennent pas une définition, une notion de cours, je leur dis, tu vas sur ChatGPT et tu lui dis, explique-moi ce mot comme si j'avais 5 ans. Ouais. Et voilà, tu auras la réponse à ta question. Ah oui, on descend le niveau. 15 minutes, là, c'est tout, on est en perte totale. Mais parfois, c'est jusque là. Mais c'est l'idée de dire, en fait, je ne reste pas dans le flou. Ouais. Voilà. Il y a des mots que je ne comprends pas. Je ne vais pas chercher juste à les mémoriser parce qu'on m'a demandé de les apprendre. Ouais. Ils utilisent encore le dictionnaire ou pas ? Non. Parce que les adultes, ils utilisent encore le dictionnaire. C'est ça. Mais quand on était enfant, je me souviens qu'on allait tout le temps sur le dictionnaire. Et tu as vu l'effort de chercher le mot, il participait aussi à la mémorisation du mot. Oui. Dans la liste des fournitures scolaires, il n'y a plus inexistant. Okay, c'est dingue. Il y a plein de choses qui n'existent plus. Par exemple, c'est le stylo plume. Les élèves n'écrivent plus au stylo plume. Aujourd'hui, leur écriture, elle est catastrophique. Ils doivent même avoir des ordi. Je sais qu'il y a même maintenant certaines écoles qui ont... Il y a les graphopédagogues aussi, maintenant, qui font des rééducations à l'écriture. Ouais. Voilà, j'ai mal au poignet quand j'écris. Donc, en fait, il y a plein de petites choses qui nous paraissaient... oui, mais maintenant, il y a d'autres problèmes. C'est les tendinites du doigt, scroller. Ouais, exactement. Donc, un métier en pénurie, au cas où. On sait vers où on va aller, mais... En même temps, c'est ça, c'est que ça fait peur, mais en même temps, tu te dis, ben voilà, mais en fait, l'avenir, c'est ça. Exactement. Il faut s'y adapter. Il faut s'y adapter. De la meilleure des manières. Et pas être dans l'évitement et la fuite en se disant, non, moi, je vais tout interdire. Ouais. Ou mon enfant, moi, c'est pas question. Ouais. De toute façon, l'utilisation de l'ordinateur, même apprendre à coder, hein, ça fait partie des nouveaux apprentissages. Ça va faire partie des enseignements obligatoires. Ça commence déjà de toute façon. Mais aujourd'hui, on sait que si on n'est pas à la page d'un point de vue numérique, on prend du retard sur la société, sur les opportunités professionnelles que l'on peut avoir. Donc, s'adapter intelligemment. Voilà, exactement. Le compte
conclusion pour cette thématique. Alors maintenant, on va parler de la réussite. La réussite, c'est quoi? La réussite, à partir de quel moment on peut réussir? On a réussi, redéfinir en tout cas cette réussite scolaire, dunyawiya. Dalila, l'islam, réussite dans cette vie? Alors, la réussite dans cette vie, c'est... alors, les parents, eux, aimeraient que leur enfant soit prof, médecin et soit cadre, voilà, au niveau social. Bon, ils vont favoriser ça. Et c'est-à-dire qu'ils vont donner la définition de la réussite à travers ça. Ce prisme. Voilà. Alors que non, la réussite, c'est pas la réussite au niveau scolaire ou au niveau du travail que tu vas trouver. C'est vraiment avoir trouvé sa voie, la voie qui va l'épanouir. Peu importe le métier qu'il va trouver. Il peut être mécanicien, il peut être... peu importe. Le principal, c'est que c'est quelque chose qu'il a choisi lui, dans lequel il se sent bien. Et bien sûr, tout ça nourrit avec la spiritualité. Parce que le but, en fait, qui donne? C'est Allah qui donne. C'est lui qui razaq. Donc, on ne peut pas aller à contre-courant. Je ne vais pas forcer les choses alors que moi, mon niveau, c'est ça. Donc, je vais aller en fonction de mes capacités à moi. C'est comme tout à l'heure, on en parlait. Il y en a qui disent tu peux tout accomplir, tu peux tout faire. C'est faux. Tu ne peux pas tout faire. Tu fais en fonction de tes capacités. Parce que sinon, tu vas créer une frustration, un échec, une mauvaise estime de toi. Et voilà, tu vois les autres réussir, tu te dis, mais moi, je suis incapable. Et après, tu peux tomber dans des états dépressifs et te sentir très mal. Donc non, c'est dès le départ, le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est pas le fait voilà, de réussir dans ci ou d'avoir une voiture ou d'avoir... Non, parce qu'à partir du moment où tu obtiens la chose pour laquelle tu t'es investi, bah, le bonheur, il s'estompe, il part. Tu vas aller en quête d'autre chose. Moi, je dirais que la réussite, c'est comprendre, pour pouvoir allier les deux, hein, le dunya et akhira, c'est vraiment de comprendre notre rôle sur Terre, mais à toutes les échelles, dans toutes les sphères, et essayer d'exceller dans ce que j'ai compris, dans mon rôle. C'est-à-dire que j'ai décidé de faire telle chose, bah, j'excelle dans ce domaine. J'ai décidé que je vais être pâtissière, boulangère, j'excelle dans ce domaine-là. J'ai décidé d'être universitaire, j'excelle dans ce domaine-là. Et je pense que c'est ça, la réussite, c'est vraiment d'aller au bout de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a confié en termes d'intellect et en termes de compétences, mais aussi de qualités vertueuses. Est-ce que tu as comme ça des personnes qui réussissent, j'imagine en tant que jeune adulte ou plutôt adulte, mais qui souffrent intérieurement au niveau psychologique? Oui, on en voit beaucoup qui ont réussi selon la définition sociale. C'est-à-dire qu'ils ont, alhamdoulilah, des bons postes, ils ont le statut familial, à savoir marié, enfant, etc. Mais ça ne va pas du tout pour X ou Y raison, parce que aussi, beaucoup de personnes n'ont pas eu le temps de s'occuper de ces problématiques-là. Et ils ont omis ça pendant des années. Alors on est dans le déni, puis on est dans le rush de la dunya, et puis les études, et puis le mariage, et puis les enfants, etc. Et puis à un moment, on se réveille, et puis on se dit, mais en fait, ça ne va pas du tout. Donc oui, bien sûr que ça peut exister. Contre-coup. Oui. Samira, je vais te poser la question aussi de cette réussite. Une fois que tu mets tout en place, toutes ces qualités, tous ces outils, est-ce que automatiquement la réussite passe par le fait d'être outillé, l'autonomie, cette pression aussi de réussite? Ouais. On pourrait penser que justement la réussite, elle se situe au niveau de la réussite académique ou des notes ou de l'augmentation des notes. Mais alors, je vais parler dans le cadre de mon travail parce que Dalila et Wahiba, elles ont donné des superbes définitions de la réussite. Il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Mais l'idée, c'est on réussit ce travail-là dans le cadre de mon travail quand on donne à l'adolescent ou au jeune adulte,
une vision équilibrée de ce que doit être sa vie entre le spirituel et puis ici-bas entre le personnel et le professionnel. La réussite pour moi va pas se situer au niveau des notes. C'est paradoxal, mais l'augmentation significative des notes, c'est pas un indicateur intéressant pour moi. C'est plus quel comportement et quelles habitudes maintenant l'élève il va vouloir adopter pour tendre vers ses objectifs de vie. Et ça, pour moi, c'est plus important que les notes en elles-mêmes. Des élèves qui ont des superbes notes et qui finissent avec des problèmes d'anxiété ou de santé mentale, il y en a tout plein. Des élèves qui arrivent à avoir des notes plutôt correctes, mais qui arrivent à créer un équilibre de vie dans lequel ils s'épanouissent, aussi bien spirituellement, personnellement, professionnellement. On peut être que ravis et heureux pour eux. Donc, surtout comme en tant que futur acteur, des cadres, comme je dis, on veut des cadres musulmans, mais l'idée, c'est quand même qu'on soit équilibré spirituellement. Exactement. L'idée, c'est pas d'avoir... Mon hadith préféré, c'est le meilleur parmi vous, c'est celui qui est le plus utile aux autres. Et je pense qu'un humain, il s'épanouit... la meilleure façon pour un humain de s'épanouir, c'est vraiment en étant utile aux autres et en faisant don de soi aux autres, parce qu'on est une communauté. On est fait pour s'entraider, on est fait pour apporter aux autres. Et pour moi, c'est la plus belle forme de réussite qu'on peut avoir dans cette vie. On apporte quelque chose aux autres, quelle que soit la façon dont on l'apporte. Dans tout ce qu'on fait. Voilà, on exactement. Parle pas que de cadre ou de... C'est pas uniquement dans le cadre académique ou dans le cadre professionnel. Quelqu'un qui est dans l'associatif ou une maman qui apporte à ses enfants, elle apporte quelque chose. Et est-ce que c'est pas ce qu'il y a de plus beau? Magnifique. En tout cas pour tout ce contenu. Et justement, en parlant... J'ai ces chiffres, hein. J'ai les 15 minutes, j'ai les 80%, j'ai la panique totale, on lit plus, on sait plus lire. Ben voilà, j'ai demandé à mes invités, je vous ai demandé à chacune d'apporter un livre, redonner goût justement à la lecture, et puis c'est intéressant. Donc chacune, vous avez apporté votre livre. Alors, si chacune peut expliquer pourquoi elle a choisi ce livre, voilà. Alors, moi, c'est celui-là. Lire et Wahiba. comprendre le Coran, traduit et présenté par... Imagine à la caméra. Après, on va vous mettre tous les liens. Ouais, en biographie, Inch'Allah. Biographie, c'est ça okay. Par professeur Taib Chouelef. Un livre d'Abou Hamid al-Ghazali. Et j'aime beaucoup ce livre. C'est très rare que je lise 2 fois un même livre. Et celui-ci, je crois que j'ai dû le lire 3 fois. Et à chaque fois que je le lis, j'ai une compréhension différente, j'ai une approche différente. Et je l'aime beaucoup parce que ça permet vraiment de créer une relation avec le Coran, des choses que je n'avais pas forcément apprises, et d'avoir un petit peu plus de profondeur parce que tu as les bénéfices de la lecture du Coran, tous les choses que ça va t'apporter, ne serait-ce que la lecture, même si tu ne comprends pas, et nous qui sommes francophones, même si on a le dialecte, même si de nos pays d'origine, même si on sait lire, écrire, etc., bien sûr qu'on ne peut pas forcément tout le temps comprendre le Coran, puis même si on le comprend, il y a le tafsir, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui permet de renouer et de travailler sa relation avec le Coran et avec Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik. Hâte de le relire aussi. Je suis un peu comme toi, je suis... je crois la 3e fois aussi à le relire. Barakallahu fik. Samira. Bon, forcément, c'est dans le thème de l'apprentissage. Apprendre à apprendre. Alors, c'est un livre, il coûte 3 €. Il fait 100 pages. Et c'est un condensé des meilleures méthodologies pour améliorer sa façon d'apprendre. Je trouve que c'est un très bon livre. De qui? Alors, André Jourdan et Jérôme Salté. Il date d'il y a quelques années déjà. Mais... il est très complet, il est très simple. Ça veut dire que le parent, il n'a pas forcément besoin de lire à l'ado ou au jeune. Il peut très bien le lire lui-même. Et il peut y trouver quelques conseils intéressants pour améliorer la façon d'apprendre et mettre de la qualité dans le travail. C'est vraiment ça le cœur du problème dans la méthodologie de travail. C'est pas donc travailler plus pour parents travailler. Ou plus enfants? Les deux. Les deux. Ouais. On peut l'acheter et le lire. Les deux. Merci Samira. Dalila. Alors moi, c'est L'écoute prophétique. C'est un livre qui est traduit par un auteur britannique et qui est aux éditions Muslim City. Et franchement, la communication, c'est un point qui est essentiel. Mais pour communiquer, il faut d'abord savoir écouter. Et là, on voit
parfaitement comment le prophète alayhi salatu wassalam, il va écouter l'enfant, parce que là le but c'est le côté enfant qui n'est pas pubère et l'enfant qui est pubère. De quelle manière est-ce que quand il va voir un enfant ou un enfant qui est pubère, dans la problématique qu'il va vivre, de quelle manière il va venir l'écouter pour pouvoir parler ensuite avec lui. Et ça, franchement, c'est extraordinaire. C'est des sources qui sont magnifiques et qui permettent de pouvoir se remettre en question. L'écoute prophétique. Ouais. Ça donne envie, en tout cas, de le lire. En tout cas, je vous remercie pour toute cette richesse, que ce soit dans votre contenu, votre présence, toujours aussi précieuse. En tout cas, il faut vraiment être dans cette gratitude d'être ensemble. Et Inch'Allah, que Dieu accepte nos modestes actions. En tout cas, on a vu qu'à travers ces échanges, combien l'éducation est une mission riche et complexe. Alhamdulillah, on a vu que ce n'était pas que transmettre, mais aussi qu'il y a un rôle à jouer. Qu'Allah guide cette jeunesse, les protège, fasse d'eux une génération forte, équilibrée et inspirante. Merci à vous, à la régie et à tous les auditeurs. Et je vous invite à jeudi prochain, Inch'Allah.